Bon, excusez-moi, une urgence. Hein. Une très urgente affaire. Donc j'étais obligé de, voilà, de prendre le téléphone. Ouais, partage. Ok, il n'y a pas de souci. Partagez la vidéo. Bref, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là encore et encore. Ouais, soit salué à Arantes, soit salué. J'aimerais saluer ici tous les éléments de la modosphère. Voilà. Euh, Bébé, Bébel, Acoste, tu as vu comment il s'est attaqué? Mais c'est quoi ça y est? Voilà. Quand tu es fort, tu es toujours attaqué. Voilà. Quand tu n'es pas fort, là, on te laisse prospérer, on te laisse. Personne ne t'attaque. C'est quoi ça y est? En tout cas, merci de votre fidélité. J'aimerais saluer ici tous les éléments de la modosphère. Voilà. Le général 5 étoiles, Ahmed Haro le Croco. Anor Beni Pépé, Jean-Yves Boki Pré, je salue ici Bouraga, je salue ici Baluna Balou, épouse Baluna Balou, Sapa de Sapa, Elko Salenko, voilà. En tout cas, tous les éléments de la modosphère, tous ceux qui se sentent dans la modosphère, soyez salués. Jessica Geston, sois salué. Alors, la modosphère, c'est tous ceux qui aiment la vérité. Voilà. La modosphère, c'est ceux qui refusent d'être des moutons. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ça la modosphère. Nane Jiao, soit salué. Grand frère, lui Tchekwe, soit salué. C'est quoi ça? Bon, je disais qu'il fait cette vidéo-là pour qu'on puisse se parler, on va évoluer. On va évoluer sur beaucoup de points. Voilà. Les frères, avant de commencer mon propos aujourd'hui, Sonaki Sonak, soit salué. J'aimerais parler et tout d'entrée de maman Simone Gbagbo. Je vois trop de personnes parler de maman Simone Gbagbo. Je vois trop de personnes se cacher pour parler de maman Simone Gbagbo. Alors, je vais juste vous poser une question. Hein. Il y a une vidéo du président Laurent Gbagbo où le président Laurent Gbagbo dit, et je sais que vous allez vous en rappeler, partagez la vidéo qu'on atteint nos vitesses de croisière. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de trêve. Voilà. On dit, le président vient d'être libéré. Il est parti à Bruxelles. Quand nous, on a exigé que le président Laurent Gbagbo s'adresse aux Ivoiriens, on nous a dit qu'il venait d'être libéré. Donc il se repose à Bruxelles, de faire une trêve. On a fait une trêve. On a dit qu'il faut que le président s'adresse à nous. On dit non, il se repose. On a dit on va manifester à Bruxelles pour que sa libération soit accélérée. La Nadi Gang nous a dit il ne faut pas qu'on manifeste à Bruxelles. Et quand on a décidé de manifester à Bruxelles, vous-même vous avez vu, ils nous ont envoyé des gendarmes. Cette histoire a été expliquée par plusieurs personnes. On a pris des cas, des membres du FPI, Assou a fait des déclarations que le président Laurent Gbagbo ne veut voir personne à Bruxelles, etc. Mais je vais revenir tout à l'heure sur les FPI. Mais j'aimerais vous dire ici, là, d'arrêter à un moment donné, de prendre Simone Gbagbo pour responsable de ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ou pour responsable de tout ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici la dernière fois, que même si vous n'aimez pas les adversaires, souvent prenez le temps et tout de regarder les vidéos des adversaires. Parce qu'en regardant les vidéos des adversaires, vous allez comprendre un certain nombre de vérités. Et j'ai pris un exemple qui est très simple. Pendant que le président Laurent Gbagbo était à Bruxelles, Nadi Bamba était à Bruxelles, Alet Zate vous disait à longueur de journée que Nadi Bamba, c'est la nouvelle femme du président Laurent Gbagbo. Alet Zate vous disait que la page Simone Gbagbo a été tournée
et que Simone Gbagbo c'est une has-been, et que la petite maman là, elle a pris son gars là, et puis il n'y a rien. Ok? Donc, si tu n'aimes pas Aled Zaté, tu ne vas pas écouter ce genre d'informations. Mais aujourd'hui là, vous tous, vous savez que Aled Zaté, ce qu'elle a dit là, c'est ça qui est ça. Ou même on savait que, tu sais que, et ce que toi-même tu sais que, je sais que, c'est ça. Vous comprenez? Donc on peut détester Aled Zaté, mais elle était dans le secret de Dieu. Aled Zaté vous a dit ici, depuis le 15 février, le président Laurent Gbagbo ne prend plus Charles Blé Goudé au téléphone. J'ai fait une vidéo pour vous dire qu'effectivement la date qu'elle donne, elle est exacte. Mais comment Aled Zaté, qui ne vit pas avec le président à Bruxelles, peut savoir avec exactitude depuis quel moment Charles Blé Goudé a du mal et tout à joindre le président Laurent Gbagbo? Vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des informations qui étaient données de l'intérieur. On s'est levé un matin et puis on a vu Jeune Afrique écrit que le président Laurent Gbagbo demande un divorce. Lorsque Jeune Afrique a écrit ça, la riposte de l'avocat de maman Simone Gbagbo, qui est Maître Dadje, lorsqu'il a fait une interview, nous tous on est partis regarder l'interview, pensant que nous allons avoir des éléments explicatifs de cette situation hallucinante comme on vient d'apprendre. Force a été de constater que Maître Dadje n'a fait que rappeler dans quelles conditions un juge en Côte d'Ivoire peut prononcer le divorce. En l'espèce, Maître Dadje a dit pour qu'il y ait divorce, il faudrait que celui qui demande le divorce soit présent sur le territoire ivoirien. J'ai fait une vidéo encore pour vous expliquer que vu la façon dont Maître Dadje a répondu à cette diffamation, on dirait que ça ne s'apparente pas à une diffamation. On dirait que c'est une vérité. Parce que lorsqu'on dit que le président Laurent Gbagbo demande un divorce à maman Simone Gbagbo, on aurait voulu que l'avocat vienne dire c'est faux, c'est archi faux, c'est vrai, c'est archi vrai. Ou le cas échéant, on aurait voulu que l'avocat de maman Simone Gbagbo dise que lui il porte plainte et tout en diffamation. Parce que les informations, les allégations qu'il vient d'entendre sont des allégations mensongères. Mais paradoxalement, Maître Dadje est venu plutôt expliquer quelles sont les conditions qui sont susceptibles d'être remplies pour qu'on puisse prononcer un divorce en Côte d'Ivoire. Notamment la présence de celui qui demande le divorce. Bon, lorsque je vous explique dans cette vidéo-là que la façon de procéder de Maître Dadje est loufoque et que tout semble, en tout cas, converger vers la véracité des propos de demande de divorce du président Laurent Gbagbo, nous avons aujourd'hui le résultat. Moi, tout ce qui me plaît dans la vie, c'est que une spéculation n'est jamais éternelle. Tout ce qui me plaît dans la vie, c'est qu'une hypothèse n'est jamais éternelle. Parce qu'on finit toujours à arriver au jour J. Et en l'espèce, je pense que Maître Dadje disait ça parce qu'il y avait des conditions préalables. Et les conditions préalables, là, c'était d'abord que celui qui demande le divorce là soit libéré. Ensuite, qu'il puisse obtenir un passeport. Et ensuite, arriver en Côte d'Ivoire. Et après, demander, n'est-ce pas, face à face, vis-à-vis à maman Simone Gbagbo, si c'est vraiment lui qui est l'auteur, n'est-ce pas, de la demande de divorce. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes sur le même pied d'égalité en matière d'information. Je vous ai dit aussi que chaque fois que ceux qu'on n'aime pas forcément ou ceux qu'on prend comme adversaires politiques parlent, il faut les écouter. Une fois, le sieur Jean Bonnet, que je déteste cordialement, a fait une vidéo. Dans la vidéo de Jean Bonnet, il parlait du président Laurent Gbagbo. Et il a dit, en somme, quel est ce monsieur qui chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, quel est ce monsieur qui chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, ce n'est jamais lui le responsable, mais c'est toujours son entourage le responsable. S'il arrive quelque chose au président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas Simone Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Si ce n'est pas Nadi Bamba, c'est Simone Gbagbo. Si ce n'est pas, c'est toujours les autres qui sont autour de lui, mais ce n'est jamais lui-même. Je prends ces exemples-là pour qu'aujourd'hui nous puissions nous comprendre. Voilà. Parce que nous n'allons pas durer dans mauvais rêves. On va se parler clairement ici. Aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de personnes, il semble justifier que le président Laurent Gbagbo aurait grossi le cœur
par rapport à des agissements de Maman Simone Gbagbo. Et que c'est par rapport aux agissements de Maman Simone Gbagbo que le président Laurent Gbagbo, mécontent, depuis belle lurette, demandait déjà et tout les divorces. Quand tu leur demandes, ils disent que la gestion de la situation après crise, ça veut dire quand on a perdu le pouvoir, etc., ou du moins quand c'était tendu entre le camp Gbagbo et le camp Ouattara, la personne qui a insisté pour que le président Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir, reste au pouvoir, c'est Maman Simone Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, ceux qui suivent le président Laurent Gbagbo aveuglement, les Gbagbo moutons, estiment que la responsabilité incombe à Maman Simone Gbagbo et que c'est son entêtement, c'est son opiniâtreté à rester au pouvoir qui nous a envoyés dans la situation que nous connaissons et donc c'est impardonnable. Mais vous avez la chance que je n'ai pas mon second portable qui est chargé. J'allais vous montrer une vidéo qui est très simple. Dans une vidéo, le président Laurent Gbagbo explique aux Occidentaux qu'il entend ça et là que le président Laurent Gbagbo dirige le pouvoir avec sa femme. Le président Laurent Gbagbo dans une vidéo a été très clair. Et je vais la publier tout à l'heure sur mon mur. Le président Laurent Gbagbo dit: je ne dirige pas le pouvoir avec ma famille. Je ne dirige pas le pouvoir en Côte d'Ivoire avec ma famille. Par cette déclaration-là, le président Laurent Gbagbo voulait dire simplement que les actes qui sont posés en Côte d'Ivoire, des actes politiques, des actes économiques, en tout cas, jusqu'à ce que lui soit président, sont de son fait. Sont de son fait. Le président Laurent Gbagbo exempt par la même occasion Maman Simone Gbagbo de tout reproche. Et vous, alors que la situation se gâte, que le président Laurent Gbagbo a arrêté, on l'envoie à la CPI, on revient, vous voulez dire que toute cette situation qui a découlé de la crise post-électorale est l'œuvre de Maman Simone Gbagbo. Mais dans ce cas-là, pourquoi le président Laurent Gbagbo disait que c'est lui qui gère le pays? Dans ce cas-là, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas dit clairement que c'est sa femme qui gère le pays? Il faut arrêter à un moment donné et tout d'accuser les femmes, d'accuser les autres, d'accuser les ministres du président Laurent Gbagbo, d'accuser son entourage. L'entourage, on choisit son entourage. Femme, on choisit sa femme. On choisit ses amis. On choisit ses collaborateurs. On choisit ses ministres. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un système présidentiel, les ministres sont choisis par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Ça veut dire que tous les ministres là, le président nomme un Premier ministre qui lui à son tour fait des ébauches, propose des candidats et tout à différents postes ministères et c'est le président qui valide. Voilà. Donc si c'est validé là, si le gouvernement qui était là, c'est le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Point. Tout ce qui a eu lieu et tout, c'est le président Laurent Gbagbo. Point. Il faut arrêter à un moment donné d'accuser la pauvre dame. J'aimerais ici à travers cette vidéo là dire à ceux qui ne suivent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire que lorsque le président Laurent Gbagbo, en 2010, compétit avec le Cheikh Alassane Ouattara et qu'il y a des difficultés post-électorales, les Occidentaux, nous qui étions en Europe déjà, ce qu'on a constaté ici, c'est que les Occidentaux avaient pour intention de montrer coûte que coûte que le pouvoir du président Laurent Gbagbo est géré ainsi du fait d'une femme. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que je ne vais pas revenir dessus. Partagez la vidéo au maximum. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Et à partir d'aujourd'hui, sachez simplement que c'est le début d'un certain nombre de vérités. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vous regarder et tout, marmailler tous les Ivoiriens à longueur de journée. On ne peut pas regarder ce petit clan-là, ce groupuscule-là, se disant EDS, diriger les choses comme ça en Côte d'Ivoire et puis vous regardez. Voilà. L'heure de la récréation est terminée. Alors, donc je disais ici là, Nicolas Sarkozy dans des lapsus révélateurs plusieurs fois dans un certain nombre de vidéos a dit simplement que je donne 24 heures
à Laurent Gbagbo et sa femme pour quitter le pouvoir. Ça, c'était des lapsus qui sont révélateurs. Ça veut dire que dans le subconscient de Nicolas Sarkozy, dans le subconscient des détracteurs de la Côte d'Ivoire, eux, le président Laurent Gbagbo avait la possibilité de faire autrement, mais celle qui le pousse, n'est-ce pas, vers un relent patriotique, vers un relent d'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. C'est sa femme. Donc, le souffre-douleur très tôt de Nicolas Sarkozy, c'était maman Simone Gbagbo. Maintenant, de vous à moi, vous les Ivoiriens, je vous prends à témoin. Est-ce que si maman Simone Gbagbo, dans son mode de fonctionnement politique, dans ses idées politiques, si son souhait ardent était que la Côte d'Ivoire soit indépendante réellement, est-ce que c'est mauvais en soi? Si les idées de maman Simone Gbagbo étaient que la France, une bonne fois pour toutes, arrête de coloniser la Côte d'Ivoire, est-ce que c'était mauvais? Donc, posez-vous les vraies questions. Vous allez en vouloir aujourd'hui à maman Simone Gbagbo parce qu'elle a été ferme. Vous allez en vouloir aujourd'hui à maman Simone Gbagbo parce qu'à un moment donné, elle voulait que le bonheur des Ivoiriens. Vous allez en vouloir à maman Simone Gbagbo parce qu'elle voulait que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Ou est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Donc, moi je vous ai dit ce matin dans ma vidéo que ce qui m'a amené dans un combat patriotique, ce qui a amené Charles Blé Goudé dans un combat patriotique, ce qui a amené toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire à sortir contre les chartes de l'ONU, à sortir, s'insurger et tout, contre l'ingérence française, c'est le fait que tout le monde soit salué au commissaire Abbé depuis ta position. Merci pour la bodosphère. C'est le fait que tous ces jeunes-là, de toutes tendances confondues, à un moment donné ont voulu et continuent de vouloir que la Côte d'Ivoire soit indépendante réellement. Continuent de vouloir que l'Afrique francophone soit indépendante réellement. C'est un crime. Est-ce un crime de vouloir que la Côte d'Ivoire soit indépendante? Pour ceux qui vivent en Europe, vous ne voyez pas? En Hollande, il n'y a pas un relent patriotique. En Finlande, il n'y a pas un relent patriotique. Des petits Anglais qui ont loupé des pénaltys parce qu'ils sont noirs, vous n'avez pas entendu les relents patriotiques? En France, vous n'avez pas vu que les Marine Le Pen, etc., des partis d'État, c'est-à-dire que des partis politiques bien ancrés et tout dans le paysage politique français, le FN, le Front National, continuent de dire aujourd'hui la France aux Français. Et que les immigrés, les migrants, toutes les migrations, que la France ne peut pas, n'est-ce pas, accueillir toute la misère du monde. Vous n'entendez pas? Et au nom de quoi, nous ne pouvons pas dire aussi en Côte d'Ivoire à un moment donné, pas de façon exacerbée, mais de façon modérée, que la Côte d'Ivoire ne peut pas être la vache à lait et tout de tous les pays. Que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et que nous ne pouvons pas nous permettre et tout que la Côte d'Ivoire soit utilisée comme une foire du trône où les gens rentrent et sortent et tout à souhait. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de dire que jalousement nous allons protéger notre nationalité. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas la France et tout de décider pour nous. Au nom de quoi? Donc aujourd'hui, vous allez dire ça. A contrario, si vous prétestez que maman Simone Gbagbo était de cette aile dure là, de la Côte d'Ivoire, a contrario, vous voulez dire aussi que le président Laurent Gbagbo n'avait rien à foutre aussi du détachement de la Côte d'Ivoire de la France. Mais aujourd'hui, je vais vous poser les vraies questions, on va se poser les vraies questions. Ok? Aujourd'hui, là, on va progresser. J'ai dit, quand la guerre éclate, là, quand la rébellion commence, et que les rebelles coupent le pays en deux, là, qui fait appel à l'armée française? C'est le président Laurent Gbagbo qui fait appel à l'armée française. Les accords là, entre la France et la Côte d'Ivoire, les accords de protection, là, ça date de qui? Ça date de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est qui? Houphouët-Boigny, c'est qui? C'est un nègre de maison. C'est celui-là même qui a été ministre français. C'est celui-là qui était à l'Assemblée nationale française. C'est celui-là qui va diriger la France et tout pendant 24 heures, lorsque son ami De Gaulle qui est un esclavagiste, ok? De Gaulle qui est un esclavagiste avéré et tout, va s'absenter de la France. Vous voulez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais vous arrangez, vous faites des arrangements et tout avec la vérité. Vous voulez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais vous prenez des libertés avec la vérité. La réussite d'un combat est vérité. Et la vérité là, ça n'a pas de prix. La vérité là, on ne fait pas des choix.
La vérité là, ce n'est pas sélectif. Ok? Je suis en train de dire ici là. Quand le président Laurent Gbagbo active cet accord là, que lui-même il connaît la profondeur des tests et tout, en tant qu'historien, des tests tronqués, des tests caducs. Devant tous les Ivoiriens aujourd'hui, je vous demande, si l'armée française avait chassé les rebelles, tout comme ils le font au Gabon, tout comme ils le font au Cameroun, tout comme ils le font au Tchad, tout comme ils le font au Togo, tout comme ils le font dans tous ces pays francophones, à chaque fois que le président est en difficulté, ils lui viennent en l'aide et tout, avec leurs infanteries, avec leurs soldats, etc. Si, au moment où le président Laurent Gbagbo sollicite l'armée française à intervenir, lorsque nous faisons l'objet d'une attaque armée, venue tout droit du Burkina Faso, ourdi depuis le Burkina Faso, lorsqu'on nous attaque, est-ce que si l'armée française là, avait chassé les rebelles, quel serait aujourd'hui votre comportement vis-à-vis de l'armée française? Est-ce pour autant que l'armée française a pour vocation de rester indéfiniment en Côte d'Ivoire? Répondons tous à la question chez nous et puis on va avancer. Si l'armée française du général Poncé avait chassé Soro Guillaume et la rébellion, est-ce que cela voudrait dire que la Côte d'Ivoire donne cutus à l'armée française pour rester de façon indéfinie en Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc ça veut dire, quand vous activez des accords et que les gens ne respectent pas vos accords, à partir de là, vous êtes déterminé maintenant et tout à dire que l'armée française doit partir. Non, 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 non. Mon mode de fonctionnement n'est pas comme ça. Permettez-moi de vous dire que moi, mon mode de fonctionnement n'est pas comme ça. Accord ou pas accord, ce sont des accords caducs. Passés à une époque précise, au temps de Houphouët-Boigny. Et ça répondait et tout à des contours précis. Aujourd'hui, est-ce que l'armée française a pour vocation de rester en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas le droit et tout d'avoir une armée autonome, efficace, qui traite de partenariat avec n'importe quel pays au monde qu'il veut? Parce que Etienne Zaou dit ici, le combat dans lequel nous sommes est un combat pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. L'indépendance réelle d'un pays passe par l'indépendance militaire, l'indépendance financière, l'indépendance politique. Est-ce qu'à un moment donné là, celui qui veut faire cette indépendance-là doit par la même occasion demander à cette même armée française-là, au risque d'être contradictoire, de venir la défendre? Il faut une rupture. Si nous voulons l'indépendance réelle et tout de la Côte d'Ivoire, il faut une rupture. Je ne dis pas que la rupture doit être brutale. Je ne dis pas que la rupture doit être spontanée. Mais d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui ont pour souhait l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire doivent songer et tout à la rupture, à la manière d'être, à la façon de la concevoir. Mais d'une façon ou d'une autre, nous sommes dans l'obligation et tout de procéder à une rupture. Le petit clin d'œil aussi que je vais faire aux hommes politiques, vous pensez que pendant longtemps vous allez tourner le peuple comme ça? Chaque fois que nous sommes en conflit en Côte d'Ivoire et que nous savons que la France soutient un camp, nous nous posons la question de savoir s'il faut garder le franc CFA. Et subitement et tout, on veut créer le MIR, monnaie ivoirienne de la résistance. Demandez-leur aujourd'hui où est passée la monnaie ivoirienne de la résistance. Demandez à Mamadou Koulibaly aujourd'hui où est passée la monnaie ivoirienne de la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là n'utilisent pas le franc CFA pour acheter le tchèp? Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là n'utilisent pas le franc CFA quand elles sont en Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Mon message ici, là, précisément, à cet instant-là, est de dire que vous ne pouvez pas faire les choses à géométrie variable. Le souhait d'avoir notre indépendance n'est pas un souhait tronqué, n'est pas un souhait qu'on se lève comme par enchantement, on découvre qu'on doit être, n'est-ce pas, indépendant. Quand les gens nous marginalisent, ça y est, on dit on doit être indépendant. Quand on n'est pas content avec les gens, ça y est, on doit changer de monnaie. Non. Ce sont des réalités infaillibles. C'est pragmatique, c'est factuel. Si nous voulons être indépendants, nous devons être indépendants économiquement. Et ça passe et tout par le refus du franc CFA. Si nous voulons être indépendants, ça passe par une indépendance militaire. Et cela passe aussi par le fait qu'une armée étrangère ne doit pas stationner et tout sur notre territoire. Et si nous voulons une indépendance réelle, cela passe aussi par une indépendance politique. Donc, le refus
que la France s'ingère et tout dans chacune de nos élections et choisir des personnes qui sont à la solde, à la botte et tout de la France. Est-ce que vous avez compris cette dynamique-là? Bon, je poursuis. Excusez-moi, hein. Vous voulez parler de Maman Simone Gbagbo? Nous allons parler. Vous avez commencé à situer les responsabilités. Nous allons faire un bilan. Vous voulez qu'on discute? Nous allons discuter. Le président Laurent Gbagbo, là, à Daoukro, là, il est avec qui là-bas? Avec le président Bédié. Le président Bédié, vous ne connaissez pas sa trajectoire? Le président Bédié, il était au Golf Hotel ou pas? Le président Bédié, il était au Golf Hotel ou pas? Répondez, on va avancer. Le son est bon là? Si le son est bon, mettez que le son est bon. Est-ce que le volume est bon? Le président Bédié là, il était au Golf Hotel ou pas? Dikayue là, il était au Golf Hotel ou pas? Soro Guillaume là, il était au Golf Hotel ou pas? Bon, ceux qui étaient au Golf Hotel là, quels étaient les domaines de prédilection? Les domaines de définition là, c'était quoi? Les bases communes là, c'était quoi? C'était enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Enlever Laurent Gbagbo au pouvoir là, était le souhait de qui? C'était le souhait de la France. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec un certain nombre de leurs agissements, avec un certain nombre de leurs propositions, avec leur façon même de dicter ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Et ceux qui étaient contre ça, c'est qui? Bédié, Soro, Alassane Ouattara, Mabri Touakeus, Abel Bakayoko, Bon Koulibaly, Kandia Kamara, Anou Leto, et j'en passe. Bon, les frères, quand les choses sont si bien définies, là, vous manifestez votre joie. Quand quelqu'un qui était au Golf Hotel invite le président Laurent Gbagbo, mais vous critiquez Maman Simone Gbagbo lorsqu'elle dit merci à Alassane Ouattara d'avoir accordé au président Laurent Gbagbo un passeport et d'avoir facilité tout son retour au pays. Vous recherchez quoi au fait? Vous pensez que 10 ans après la crise, nous sommes tellement bêtes, nous aimons tellement le président Laurent Gbagbo que nous là, nous avons perdu notre mémoire, que nous n'avons plus la capacité de réfléchir par nous-mêmes et que c'est ce que vous dites, vous EDS, vous marmaillez autour du président Laurent Gbagbo qu'on va accepter. Vous avez payé des cyberactivistes qui passent leur temps à calomnier cette femme-là. Nous, notre message ici, là, c'est un message qui est très simple. Vous ne pouvez pas arracher le mari d'une femme. Vous ne pouvez pas insulter une femme. Vous ne pouvez pas torturer une femme. Vous ne pouvez pas lui arracher son parti politique, etc. Mais vers la fin, là, au lieu de faire tous ces efforts-là pour nuire à cette femme-là, mais allez la tuer. Allez-y tuer Simone Gbagbo. Comme ça, votre problème sera résolu. Il faut aller tuer Simone Gbagbo. Celui qui s'élève. Oh, Simone Gbagbo est infidèle. Oh, ses enfants ne sont pas les enfants de Gbagbo. Oui, elle aurait eu les enfants et tout avec une telle personne. Oui, Simone Gbagbo, c'est son infidélité qui a fait. Oui, Simone Gbagbo, elle a vendu le combat. Oui, Simone Gbagbo. Toujours, c'est vous qui voyez les traites. Toujours. Eh bien, nous, on est en train de vous dire, de ce que nous savons de la Côte d'Ivoire, cette femme-là, c'est une brave femme. Vous savez dire de ne pas parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Mais vous donnez à cœur joie à la critique sur la vie privée et tout de Maman Simone Gbagbo. Quand vous prétendez que quelqu'un est infidèle, ça relève de la vie privée ou bien ça relève de vos narines publiques. Quand vous prétendez que une personne, ses enfants n'appartiennent pas et tout à son mari et que ses enfants sont les enfants adultérins, cela relève et tout de la vie privée ou ça relève et tout de vos narines publiques. Répondez aux questions. Répondez aux questions. Je suis là, je vois des vidéos, mais j'hallucine. Je vois des gens et tout qui n'arrivent même pas à recoller les morceaux et tout du puzzle de la politique ivoirienne et qui racontent des balivernes à longueur de journée. Les Occidentaux ont eu peur. Les Occidentaux n'ont pas digéré l'affront que le président Laurent Gbagbo leur a fait. Et ils ont estimé, et puis d'ailleurs, c'est une faiblesse pour un homme que les gens
que les gens prétestent que les décisions qui ont été prises par toi ne sont pas de ton fait, mais c'est du fait de ta femme. C'est une faiblesse. Vous pensez arranger les choses, mais vous n'arrangez rien. Vous voulez dire que le président Laurent Gbagbo était tellement faible que c'est sa femme qui prenait des décisions à sa place. En gros, là, votre message, c'est ça. Quelle que soit la tenue que vous prenez, vous êtes en train de nous expliquer que le président Laurent Gbagbo, c'était un incapable. Et que derrière, là, c'est maman Simone Gbagbo qui prenait les décisions. Et donc, que le pays n'était pas géré et tout par le président Laurent Gbagbo, mais que le pays était géré et tout par Simone Gbagbo. Oui, on n'a pas besoin de bac plus 16 pour tirer cette conclusion-là. À cette allure, par rapport à ce que vous faites, vous êtes en train de nous dire que le président Laurent Gbagbo était un incapable et que celle qui gérait le pays de main de maître, de main de fer, s'appelle Simone Gbagbo. Vous discutez de quoi? Bédier participe, et ce n'est pas moi qui le dis, Bédier participe à 4 milliards, à hauteur de 4 milliards à la rébellion. Il est au Golf Hotel. Cela lui vaut un poste honorifique, n'est-ce pas, de sage, de vice-président, etc. Bédier était dans le même complot ourdi par les Occidentaux en vue de déstabiliser le président Laurent Gbagbo. Bon, si aujourd'hui, là, votre cœur, votre intelligence vous permet d'accepter qu'il soit l'invité de Bédier, qui hier, c'est le président Laurent Gbagbo qui disait à propos de Bédier que le président Bédier ressemble à une violée qui tombe amoureuse de son violeur. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire ou bien? Vous ne connaissez rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous venez vous faire des petites vidéos, intempestives, venir aboyer et tout, comme des chihuahuas, comme des labradors à longueur de journée. Quand on vous envoie là, sachez où vous envoyez. Hein? Vous avez vu, Aled Zaté, où elle est? Quand on ne maîtrise pas les choses, on parle au conditionnel. Quand on ne connaît pas les choses, on parle au conditionnel. Et on ne vient pas pour invectiver les gens. Aled Zaté, elle est où aujourd'hui? Cela devait vous servir de leçon, mais c'est vous à longueur de journée qui venez accuser Simone Gbagbo. Lorsqu'elle active son avocat et que vous êtes en déroute, soit salué grand frère Balou, eh bien Christian, soit salué. Eh bien vous dites maintenant que oui, maman Simone Gbagbo doit prendre de la hauteur, etc. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Il faut être précis dans votre démarche. Soit Simone Gbagbo était la présidente, et donc le président Laurent Gbagbo était d'une faiblesse légendaire, parce que sa femme décidait pour lui, et parce que pendant que nous on croyait qu'il était président, en vrai, c'est maman Simone Gbagbo qui était la présidente. Voilà. Ça aussi là, c'est une réalité. Si ce n'est pas ça, alors dans ce cas, fermez votre clapet. Et faisons de sorte que ce qui s'est passé, se soit passé sous le couvert du président Laurent Gbagbo, avec la grandeur du président Laurent Gbagbo, avec tous les honneurs et tout du président Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà. Et mais ça fait un bon moment qu'on se dit, ce n'est pas l'heure de ci, ce n'est pas l'heure de ça. Et on est là. Et pendant ce temps-là, vous pensez que vous avez la science infuse. Vous pensez qu'il suffit de dénigrer une femme, de l'accuser, de l'accuser, de l'acculer, à tort et à travers, de l'acculer, de mentir de façon répétitive pour que ce mensonge-là devienne vérité. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Quelle que soit la répétition de vos mensonges, quelle que soit la redondance de vos mensonges, quels que soient vos pléonasmes, vos mensonges ne deviendront pas vérité. Parce que la vérité en Côte d'Ivoire, nous la connaissons. Le président Laurent Gbagbo était le président de la République. Et c'est à ce titre-là qu'il s'est retrouvé à la CPI. Ils n'ont pas pu prouver qu'il a tué, qu'il a ordonné des tueries, etc. Aujourd'hui, il a été libéré. Nous en sommes fiers. Mais nous disons et tout de revenir très vite à la réalité. Ok? Lundi, un lundi avant la crise du 11 avril 2011, la RTI nous a dit le président Laurent Gbagbo va parler. Mardi, le président Laurent Gbagbo va parler. Mercredi, le président Laurent Gbagbo va parler. Jeudi, le président Laurent Gbagbo va parler. Oui, les Russes sont arrivés par la côtière. Oui, la Russie arrive pour nous défendre. Résultat des courses là, on a perdu la Côte d'Ivoire. Résultat des courses là,
Tous nos frères se sont retrouvés en exil. Résultat des courses, le président Laurent Gbagbo lui-même s'est retrouvé à Korogo, puis à la CPI. Résultat des courses, Charles Blé Goudé s'est retrouvé comme étant complice et tout dans une cellule avec le président Laurent Gbagbo. Vous voulez toujours qu'on repousse les choses? Vous voulez qu'on repousse les choses? Je suis quitté à l'AE. Je vous ai dit ici, mais tellement vous êtes euphorique, je vous ai dit, j'ai été à l'AE. Ce jour-là, je suis arrivé, le président Laurent Gbagbo avait une Minerve. Je vous ai dit, son allure, en tout cas, ce n'était pas l'allure de quelqu'un qui joue au tennis là-bas. Mais tellement vous êtes euphorique, dès qu'on dit que le président Laurent Gbagbo, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son emprisonnement, ça veut dire que le monsieur lui-même, il vous fait comprendre qu'il a été emprisonné 6 mois à Korogo. À la CPI, il vous fait comprendre que je ne voyais ni la lumière du jour, ni la lumière tout court. Le monsieur vous fait comprendre que c'est seulement lorsqu'il pleuvait et que la pluie tombait sur le toit, que lui, il savait ce qui se passait. Vous-même, vous avez vu le bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo. Et vous avez vu comment est-ce qu'on l'a extrait des ruines de cette résidence-là. Mais vous voulez vous convaincre que le président Laurent Gbagbo c'est un surhomme. Vous voulez vous convaincre que le président Gbagbo c'est un héros. Vous voulez vous convaincre et tout que le président Laurent Gbagbo, vous avez trop regardé la télé. Il y a des gens, ne serait-ce qu'un braquage se passe devant eux. Dans un centre commercial, ils sont traumatisés à vie. Ils ne peuvent pas reprendre leur travail. Quand ils marchent, ils ont des flashs de braquage partout. Vous voulez que, après toute cette torture, ces emprisonnements, cette violence, cette torture morale, vous voulez que le président Laurent Gbagbo, vous voulez vous convaincre que le président Laurent Gbagbo est à 100% de ses capacités. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Pourquoi vous voulez forcément ça? Pourquoi? Et au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens vont découvrir les choses. Et comme ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo sont des parvenus, et qu'il y a 2 solutions. Dans les 2 solutions, certains l'aiment parce que quand tu es à côté de lui, son nom fait mousser. Son nom fait mousser, le verbe mousser, verbe transitif, mais au sens étymologique du mot. Mousser, se faire mousser, ça veut dire que se faire plaire. Dire que je travaille aux côtés du président Laurent Gbagbo. Oui, mais le président même hier, il m'a appelé. Ah, là j'ai été voir le président Laurent Gbagbo. On a vécu à Paris ici, on a vu des gens comme ça. Quand il quittait à La Haye, il tournait dans toutes les maisons, il se faisait inviter. Les femmes bêtées les aimaient parce qu'ils viennent de rendre visite et tout au président Laurent Gbagbo. Ok? Donc il y a cette catégorie de personnes pour qui l'aura du président Laurent Gbagbo, son nom, son parapluie, son ombrage, fait mousser. Vous voulez vous faire mousser par rapport au monsieur. Et puis il y a la deuxième catégorie, la catégorie des parvenus. Et au nom des parvenus, c'est ceux qui n'ont pas un travail politique. C'est-à-dire qui n'ont pas un schéma politique bien ordonné, qui n'ont pas commencé à un point A pour avancer vers d'autres points. Ceux-là, il y a les Stéphane Kipré, il y a les Nadi Bamba. Toutes ces personnes-là, c'est des parvenus. Voilà. Ce n'est pas une injure. Comment elle parle là? Écoutez bien mon français. Parvenu, ça est dans le dictionnaire. Parvenu, celui-là qui fait tout pour arriver là où il ne mérite pas. Parvenu, celui-là qui n'a rien construit et qui veut bénéficier d'un certain nombre de choses. Parvenu, oui, c'est des parvenus. Moi, je dis ça. Voilà. Je ne suis pas à l'aise à thé pour dire ça ne va pas quelque part. Je dis parvenu. Ça veut dire que même si j'ai un procès aujourd'hui là, et puis on dit, monsieur, pourquoi vous dites que c'est des parvenus? Je dis parce qu'il n'y a pas leur trace dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'ils n'ont rien construit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est des parvenus. C'est des parvenus. 11 avril 2011, on organise la résistance ici à Paris. Alassane Ouattara, il a emprisonné et tous ses opposants. Celui qui n'est pas en prison est assigné à résidence. Celui qui n'est pas assigné à résidence a eu ses sous gelés. Des procédés clairs en matière de guerre qui permettent et tout à l'adversaire, qui obligent l'adversaire à venir faire allégeance. Les Yaoundé ont fait allégeance. Les Mangou ont fait allégeance. Les Kassaraté ont fait allégeance. Et pour ne vous citer que cela, tout notre camp a parti faire allégeance. Les Odot Lorignon,
Premier mandat d'Alassane Ouattara, ils sont à la cérémonie d'investiture. Deuxième mandat d'Alassane Ouattara, ils sont à la cérémonie d'investiture. Mais vous laissez toutes ces personnes-là pour partir accuser Maman Simone Gbagbo. Celle-là qui dit de ne pas aller aux élections avec Alassane Ouattara. Celle-là qui dit de ne pas aller aux législatives. Celle-là qui refuse tout. Vous levez, vous voulez faire d'elle et tout un bouc émissaire. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons rappeler l'histoire en Côte d'Ivoire. Ok? Quand Alassane Ouattara a fini de museler tous les opposants en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui lui restait? Voilà un monsieur qui veut montrer que lui, il a fait les études aux États-Unis, que lui, il a été directeur de ci, directeur de ça, FMI, Banque mondiale, pour le Brésil, pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, etc. Il veut montrer une image. Parce que ce qui est important chez Alassane Ouattara, c'est l'image. Penser son image. Polisser son image. Polir son image. Rendre joli ce qui n'est pas joli. Il n'est plus critiqué en Côte d'Ivoire. Les opposants sont arrêtés, matraqués, muselés, effrayés, spoliés, spoilés. Que faut-il faire? Le seul endroit qui continue de le titiller, de le taquiner, c'est Paris. 25 000 personnes, 30 000 personnes, manifestations en La Haye, dénonciation, télévision, Alain Toussaint, télévision, Abiba Touré, télévision, Alain Toussaint, explication de la forfaiture, explication de l'ingérence française. Il faut maintenant aussi détruire la résistance française. 11 avril 2015, association avec l'UNG de Stéphane Kipré. Voilà les gens qui arrivent en 2015, qui décident de commémorer tout le 11 avril 2011, qu'on faisait le 11 avril 2012, le 11 avril 2013, le 11 avril 2014. Tout ça, on a fait sans l'UNG. Le 11 avril 2015, alors que je refuse farouchement d'organiser, de nous mélanger à n'importe qui, alors que j'explique que la résistance doit être jalouse de tout apport extérieur, alors que j'explique que pour que la résistance parisienne tienne, il faudrait qu'on n'appartienne pas à tout un parti politique. Il faudrait qu'on refuse d'entrer dans les partis politiques. Parce que qui parle de partis politiques parle aussi, n'est-ce pas, d'intelligence à suivre, parle aussi d'ordre à suivre, parle aussi de politique à suivre. Et que si nous nous amusons à se laisser absorber par des partis politiques, forcément la résistance va piétiner, elle va se disloquer. On n'est pas dedans aujourd'hui. Donc je suis en train de vous dire ici, là, on n'a pas besoin de bac plus 16 ou on n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour être intelligent. Tout ce qui se passe aujourd'hui et toute la résistance est témoin, toutes mes vidéos sont là. J'ai toujours expliqué qu'il ne fallait pas se mélanger avec les partis politiques. D'où mon refus dès le départ de l'UNG. On organise le 11 avril 2015 avec l'UNG de Stéphane Kipré. Premier quart sur le podium. Steve Biko, UNG, directeur de communication de Stéphane Kipré, se permet d'inviter Doumbia Major à cette manifestation-là et lui donne le micro. Tout le monde part en vrille. On commence à se prendre, tout est chaud. Nous, on demande à Stéphane Kipré de faire descendre et tout Doumbia Major. Parce que nous savons que Doumbia Major n'a jamais été avec nous. Après avoir organisé avec succès ce 11 avril 2015, nous voyons les journaux de Côte d'Ivoire. Les journaux de Stéphane Kipré de Nadi Mamba intitulés Fabrice Lago. Premier coup d'essai, premier coup de maître. Fabrice Lago, c'est Steve Biko UNG. Lorsque j'ai vu les titres des journaux et tout à Abidjan, j'ai dit, ah ok. Donc nous mobilisons pour la résistance. L'UNG vient s'ajouter à nous. Je fais comprendre qu'il n'y a pas de bien fondé. Les gens me convainquent d'accepter l'UNG. Et aujourd'hui, voilà les titres des journaux en Côte d'Ivoire. Comme quoi, c'est Steve Biko, UNG, Fabrice Lago, qui a organisé, n'est-ce pas, le 11 avril 2015. Lors d'une allocution de feu Aboudraman Sangaré, j'entends Aboudraman Sangaré, le papa, remercier la diaspora, particulièrement Fabrice Lago, n'est-ce pas, de l'UNG. Les frères, ça fait longtemps nous on a vu dans ce jeu-là. Ce sont des marmailleurs. Lorsqu'on marche pour aller à La Haye, on voyait des banderoles fleuries. Banderoles où il y a la photo du président Laurent Gbagbo avec la photo de Stéphane Kipré. D'où je pose la question très simple. Au nom de quoi Stéphane Kipré a ses photos sur les banderoles? Les gens me font comprendre que, puisque c'est l'UNG qui organise le voyage, il a le droit et tout d'avoir sa photo.
Je fais comprendre que peu importe qui l'organise ou pas le voyage, qui paye le voyage ou pas, nous on faisait des voyages précédemment avec nos propres sous. Donc soit il dégage, soit il enlève sa photo. Parce que nous avons 2 prisonniers et que sur les banderoles, c'est les photos de ces prisonniers-là qui doivent figurer, à savoir le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça a été une bataille ici. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous explique la forfaiture. Lorsque le président Laurent Gbagbo a arrêté et qu'on sait pertinemment que le FPI est mobilisé, la résistance est mobilisée, la problématique qui se pose est qui va utiliser cette masse-là par rapport à des votes. Qui va utiliser ce peuple-là et comment? Et donc il était question dans leur tête de croire que nous sommes des moutons et qu'il suffirait de sortir le nom du président Laurent Gbagbo pour que nous puissions suivre de façon aveugle. Ils ont commencé à nous sortir que Stéphane Kipré est le gendre du président. Et Stéphane Kipré est le gendre du président. Et qu'à ce titre-là, quand lui parle, c'est comme si le président a parlé. Si le président parle, c'est comme lui il a parlé. Je suis sorti ici encore de façon farouche pour faire comprendre que le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Et que s'il est le gendre du président Laurent Gbagbo, il n'est pas le gendre de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et que nous, là, nous ne sommes pas les beaux-fils du président Laurent Gbagbo ou nous ne sommes pas ses enfants. Donc la considération que le président Laurent Gbagbo a pour Stéphane Kipré n'engage que. Mais en ce qui nous concerne, il faut des preuves et tout. Nous ne voulons pas des parvenus. Oui, on a toujours été constants sur ce combat-là. Mais vous ne nous avez jamais écoutés. Vous ne nous avez jamais écoutés jusqu'au 17 juin. Où vous avez vu un président de parti politique, l'UNG, en train de faire la sécurité. En train de pousser la main de sa belle-mère, Simone Gbagbo, pour qu'elle ne puisse pas saluer et tout son propre mari. Vous voulez qu'on vous explique l'histoire de la Côte d'Ivoire comment? Comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Personne ne pouvait approcher le président Laurent Gbagbo à l'Aïe si tu n'es pas dans les bonnes grâces et tout de Nadi Bamba. Ça, on vous a expliqué. Vous avez dit comment? Je fais la demande pour aller visiter le président Laurent Gbagbo. Je fais la demande pour aller visiter Charles Blé Goudé. Celle de Charles Blé Goudé est acceptée. Celle du président Laurent Gbagbo, même une réponse de refus n'a pas été donnée. Vous pensez que c'est du jeu? Il a fallu que Charles Blé Goudé m'invite pour que je fasse d'une pierre 2 coups. J'arrive. Le président Laurent Gbagbo me demande, tu es venu me voir mon fils ou tu es venu voir Charles? Et lui a dit le vieux, à défaut de voir le bon Dieu, on se contente des anges. Voilà. Sinon, c'est toi qu'on a envie de voir. C'est avec toi qu'on a envie de discuter. Pour demander, est-ce que tu tiens? Tu nous as dit, si vous tenez, je tiendrai. Est-ce que tu tiens toujours? Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qu'on a vécues. Moi, Modo, quand je parle de quelque chose, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je sais, de ce que j'ai pratiqué. Après ça, nous avons eu des épisodes où les gens donnaient des cas à 10 euros pour aller à l'AE. Mes amis comme les Guy anticonformistes, les dessins animés, on a eu des histoires ici. Je leur ai fait comprendre que moi, je n'ai jamais attendu qu'un cas soit soldé pour aller à l'AE. Je n'ai jamais attendu que ce soit les soldes des tickets pour aller à l'AE. Le premier voyage qu'on a fait à l'AE avec Guy anticonformiste, ça nous a coûté 80 euros par voyageur. 80 euros par voyageur. On était 25 000 personnes. Ok? Donc je ne vais pas attendre que Stéphane Kipré vienne et que je voyage grâce à sa générosité. Et que cette façon de fonctionner et tout n'était pas mon propre. Voilà. Et que j'ai des valeurs et que j'ai un timing, j'ai une façon de faire. Dans cet élan-là, souvenez-vous du cadre de la dignité. Willy Bla, Aled Zate était avec nous dans le cadre de la dignité. On a été attaqué par les gens comme Serge Kassi. Nous nous prenons pour qui? On a été traité de tous les noms. Un groupuscule de radicaux. Ils ont même été voir les policiers hollandais pour leur dire de nous chasser. Et les policiers hollandais ont dit, mais on a toujours l'habitude de voir ces personnes ici. Nous ne pouvons pas les chasser. Donc c'est soit vous manifestez ensemble, soit vous tous vous partez. Les frères, on a vécu trop de choses. Trop de choses. Tout ce qui est arrangé et tout, le sieur Stéphane Kipré, c'est qu'on aille nous parquer. Déjà, avant le voyage, les gens partaient un jour avant. Ils étaient dans des hôtels. Ils dormaient. Nous, on faisait toute la nuit dans le cas. On arrivait le matin. On se brossait les dents et tout dans la forêt. On partageait les bouteilles d'eau minérale pour nous rincer la bouche.
On urinait là où on peut. Lorsque les policiers hollandais mettaient des WC, comment on appelle ça, publics, déplaçables, on se débrouillait comme on peut. Les gens sans laver leur visage étaient dans le froid de l'air. Et qu'est-ce que vous rappelez ici, là, qu'en Hollande, là, Hollande, Finlande, Suède et tous les pays scandinaves, il fait plus froid qu'à Paris. Mais c'est froid là, on a bravé ça. Chaque fois qu'on revenait de l'air, il y avait forcément une maman et tout qui avait une bronchite, qui avait une grippe. Tous nos enfants tombaient malades, mais on prenait ces risques-là. Certains laissaient leurs enfants ici pour aller faire ce combat-là. On arrivait vers 10 heures, on nous annonçait Stéphane Kipré, il va prendre la parole. Les gens applaudissent. Il vient faire des discours farfelus pour gagner du temps. Et le lendemain, dans leur journaux en Côte d'Ivoire, on voyait encore que l'UNG a fait sortir l'organisation de l'UNG. Donc, à un moment donné, nous on a dit stop, stop. On ne va pas nous prendre pour aller nous mettre dans les verts pâturages et nous envoyer un berger qui s'appelle Stéphane Kipré. Moi, je ne suis pas un enfant en fait. Voilà. Je ne suis pas un enfant ici réfléchi. Donc, à un moment donné, on a restauré déjà et tout la dignité de Charles Blé Goudé en disant que s'il y avait des photos qui avaient droit de citer, qui avaient droit d'être publiées et tout, sur les banderoles, etc., c'est la photo du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait le combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on combat ces marmailleurs. Et ces mêmes marmailleurs, ils sont là aujourd'hui. Ok? Pour être avocat du président Laurent Gbagbo, il faudrait être dans les bonnes grâces et tout, n'est-ce pas, de la dame Nadi Bamba. Ils ont fait des confidences. Maître Abiba Touré, là, si elle regarde cette vidéo-là, on a eu à discuter, Maître Abiba. Maître Abiba, c'est une de mes amies, les frères. Maître Abiba Touré. Niali Franck est témoin. Anod Beni Pépé est témoin. Toute la résistance est témoin. Nous faisions partie des premières personnes qui trouvions des plateaux télé à Maître Abiba, organisions des conférences pour Maître Abiba, Alain Toussaint, pour que ceux-ci puissent expliquer ce qui arrive au président Laurent Gbagbo et l'ingérence de la France et tout qui est inacceptable. Nous l'avons fait pendant longtemps. À ce titre-là, fort de cette amitié-là, Maître Abiba est devenue la marraine de ma fille. Ok? Bon. Je demande à Maître Abiba pourquoi elle n'est pas avocate du président Laurent Gbagbo. La réponse est sans appel. Parce qu'elle ne rentre pas dans les bonnes grâces et tout de la dame Nadi Bamba. Ok. Maître Dadje et elle, on fait des conférences, on les sécurise. Maître Dadje et elle rentrent en Côte d'Ivoire. Ils deviennent les avocats de Maman Simone Gbagbo. Vous avez vu ici, lorsque Johnny Pachoko dit, donc, passé simple, que Maman Simone Gbagbo est décédée. Qui a fait la conférence de presse? Maître Abiba Touré. Pour donner les nouvelles et tout de sa cliente. Pour dire que la déclaration de Johnny Pachoko était farfelue, etc. Ok? Aujourd'hui, là, posez-vous les questions. Maître Abiba, avocat de Simone Gbagbo. Nadi Bamba, petite femme du président Laurent Gbagbo. Personne ne devient avocat du président Laurent Gbagbo sans être dans les bonnes grâces et tout de Nadi Bamba. Comment on arrive intellectuellement à être avocat de Simone Gbagbo à un moment donné et on n'est plus avocat de Simone Gbagbo, on devient avocat du président Laurent Gbagbo et proche de Nadi Bamba. Venez nous expliquer et tout des coïncidences aussi ahurissantes. Les frères, je suis la seule personne qu'il faut éviter et tout de titiller. Donc les gores farfelus, là, vous qui pensez que vous connaissez l'histoire de la résistance, là, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Parce que quand j'ai commencé à parler, non seulement ça ne va pas vous arranger, ça ne va pas arranger le président Laurent Gbagbo, ça va arranger personne. Voilà. Parce que ce sont les faits. Les premiers avocats du président Laurent Gbagbo, là, Gilbert Collard, député du Front National, un Français très médiatisé. Maître Bourtoumieux, au barreau de Paris. Maître Sekaldi, au barreau de Paris. Tous ces avocats-là sont passés où? Comme par enchantement, ils sont passés où? Qui les a remplacés? Qui les a changés?
Je vous ai dit tout à l'heure, dans une partie, que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, que tu prends pour adversaire, lorsqu'il fait un certain nombre de vidéos, il faut écouter ce qu'il dit. Johnny Pacheco, ça c'est une parenthèse pour que vous compreniez un peu les faits. Johnny Pacheco se fait agresser à Paris par Taliban Choco Co. La plainte, je suis celui qui appelle dans un premier temps Maître Abiba. Je lui dis, un de nos combattants et tout a été attaqué. Et à l'époque, c'est comme ça qu'il procédait. Lorsqu'on arrête Abel Naki de la résistance, j'appelle Maître Abiba, je lui dis on a attrapé un des nôtres. Et on organise et tout sa défense. Et donc, de fil en aiguille, avec Alain Toussaint, tout ça, on fait comprendre à Maître Abiba qu'il est important que Maître Abiba défende le dossier Johnny Pacheco, parce que Johnny Pacheco est avec nous et il s'est fait agresser et tout pour son combat par des militants RDR. Lorsque vous êtes avocat, votre client, vous connaissez quelque peu sa vie, vous savez où il habite, vous connaissez par la même occasion et tout son adresse, etc. Lorsque dans le combat on continuait et que Johnny Pacheco a fini d'être défendu par Maître Abiba, que Taliban Choco a été condamné à la prison, Johnny Pacheco est rentré chez lui. Steve Biko, Fabrice Lago, dont je parlais tout à l'heure, celui-là qui gère le compte Facebook du président Laurent Gbagbo, celui-là qui a été remercié par Feu Aboudraman Sangaré, celui-là qui, quand il fait une manifestation avec nous, on estime que c'est lui qui a organisé, donc son nom sort sur les journaux, il approche Johnny Pacheco, il fait comprendre que le sieur Stéphane Kipré participe à sa douleur à hauteur de 1000 €. On lui donne les 1000 €. Derrière cette sympathie naissante, vu que Johnny Pacheco est constamment sur la toile et est beaucoup suivi, l'heure de la manipulation commence. Quand Johnny fait des vidéos, puis il dit qu'au FPI, vous êtes des manipulateurs, vous nous avez manipulés, vous nous avez fait comprendre si. Quand vous regardez aujourd'hui l'amertume de Johnny Pacheco, ce n'est pas fortuit. Hein? Quand on me demande et tout d'attaquer Johnny et je ne l'attaque pas à tort et à travers, c'est parce que j'ai suivi l'évolution des choses. On demande à Johnny Pacheco, par la même occasion, de détruire Charles Blé Goudé en prison. Parce que Stéphane Kipré estime que Charles Blé Goudé est un de ses concurrents potentiels, en tout cas au point de vue de la jeunesse dans le futur. De la même façon, des gens comme la GEP aujourd'hui vont attaquer Charles Blé Goudé. La GEP n'attaque pas Charles Blé Goudé par hasard. Tous ceux qui attaquent Charles Blé Goudé, quand ils sont dans un parti, regardez juste ceux qui l'attaquent, vous allez comprendre que leur mentor a à peu près le même âge que Charles Blé Goudé. Et qu'ils sont déjà en train de préparer les batailles à venir. Donc ce n'est pas gratuit. Alors, Johnny Pacheco, il clash sévèrement et tout Charles Blé Goudé. Et à l'époque, le problème c'était que Charles Blé Goudé ne respecte pas le président Laurent Gbagbo et qu'il lui manquerait du respect de façon perpétuelle à la Cour pénale internationale. Ok? Johnny est à fond dans le dossier parce qu'on lui a rapporté ça et là. Et donc, sans vérifier, Johnny, il y va avec sa fougue, avec sa détermination, avec sa sensibilité. Mais au fur et à mesure, Johnny va se rendre compte que quand Johnny et moi, on rend visite à Charles Blé Goudé, on se rend compte que c'est faux en fait. Parce que durant ma visite, à chaque fois que je parlais avec Charles Blé Goudé, le président nous interrompait en disant Charles, Charles. Je vous ai déjà fait le récit de tout ça. Le président nous interrompait et Charles partait le voir, il lui murmurait les choses à l'oreille. Et donc j'ai compris que le Charles qu'on voulait nous vendre, irrespectueux du président Laurent Gbagbo, c'est faux. J'ai compris plutôt que les deux hommes étaient dans une harmonie mais parfaite. Ils étaient en symbiose, ils étaient dans un mutualisme. Ils étaient comme le Bernard l'ermite, l'association de la coquille d'escargot avec la crevette. Ils étaient ensemble en fait. Et donc Johnny Pacheco a compris qu'il s'est fait trahir. Quand Johnny a compris qu'il a été trahi et qu'il a été induit en erreur, il a été voir Charles Blé Goudé, on a levé l'équivoque, il a présenté ses excuses, les choses sont rentrées en ordre. Mais ce qu'ils ont oublié avec Johnny Pacheco, c'est que pour lui rester à l'étranger, il va falloir maintenant attaquer et tout ceux qui l'ont induit en erreur
Voilà comment Johnny Pacheco commence à expliquer que le sieur Stéphane Kipré, en gros, quand il dit qu'il est généreux, quand il prend des cas, il paye des cas à 10 euros, etc., c'est l'argent qu'il a collecté auprès de tous les chefs d'État, amis du président Laurent Gbagbo, dont il a visité, notamment en Guinée équatoriale, notamment au Sénégal, notamment en Afrique du Sud, etc. Et que, au nom du président Laurent Gbagbo, c'est organisé un racket général d'anciens chefs d'État qui sont soucieux du devenir du président Laurent Gbagbo. Et la cause qu'il évoquait et tout pour avoir ces sous-là était simplement le fait que si on ne manifestait pas, le président Laurent Gbagbo pouvait sombrer dans l'ornière et que le président Laurent Gbagbo, sa cause ne serait pas entendue. Et que pour que sa cause soit entendue, il faut des manifestations. Et que les manifestations coûtent, et que l'organisation des manifestations coûte, les banderoles coûtent, etc. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Johnny commence à expliquer. Il fait comprendre que Stéphane Kipré a un passeport diplomatique sénégalais et qui s'appellerait Issa Sissé Malik, etc. Stéphane Kipré porte alors plainte contre Johnny Pacheco. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est comment la plainte arrive dans la boîte aux lettres exacte de Johnny Pacheco, en temps et en heure. Et dans une discussion avec Johnny, Johnny me dit que lui, il est convaincu que c'est Maître Abiba Touré qui a remis son adresse à Stéphane Kipré. Parce que lui, en France, personne ne connaît son adresse, hormis son avocate qui l'a défendu lorsqu'il a été agressé concernant et tout, Taliban Choco. J'ai juré, j'étais prêt à mettre ma main dans le feu. J'ai dit à Johnny Pacheco, la maître Abiba que je connais, la marraine de ma fille, mon amie que je connais, elle est d'une grandeur morale et tout incommensurable. Et que ce serait impossible que maître Abiba Touré fasse cela. Vous comprenez? Bon. Aujourd'hui, lorsque je vois maître Abiba Touré, juste derrière le président Laurent Gbagbo, dans l'avion avec Nadi Bamba, à proximité de Stéphane Kipré et à proximité de toute cette marmaille, permettez-moi de penser que Johnny Pacheco n'avait pas tort. Permettez-moi de dire, moi qui avais parlé avec autant d'assurance, aujourd'hui j'aimerais dire à Johnny, oui, j'y pense. Oui, il y a une forte probabilité. Oui, il y a possibilité qu'il y a eu porosité entre Maître Abiba Touré et le sieur Stéphane Kipré concernant la plainte concernant. Voilà. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis que cette résistance-là, nous avons vu. Donc, regardez un peu toute cette configuration. Alors, dans une note de nos conversations, il était question du porte-parole là. Vous avez vu la dernière fois l'émission où Alain Toussaint était journaliste, il devait poser des questions à M. Kone Katina. Moi, j'ai rigolé de voir les Ivoiriens dire que Kone Katina, il a survolé le débat, qu'il est très intelligent, monsieur le ministre. Mais c'est parce qu'il est intelligent qu'il a été ministre. Personne n'a jamais remis en cause l'intelligence et tout du ministre Katina. Ce qu'on remet en cause, et ce jour-là, vous n'avez pas vu la même chose que moi. Voilà un ministre qui est en train de vous dire que lui, avec le gouvernement ivoirien, ils sont partenaires. Ils sont en train de travailler pour le retour du président Laurent Gbagbo. Ils sont partenaires. Et donc, d'ailleurs, il leur dit merci pour les démarches qu'ils font. D'accord. Donc, Kone Katina, revenu fraîchement d'exil, dans des conditions qu'on ne sait pas. Damana Picasse, revenu fraîchement d'exil, dans des conditions qu'on ne sait pas. Qui s'adonnent même à des meetings et qui vont même jusqu'à être invités sur les plateaux télé. Ça ne vous interpelle pas. Il remercie le pouvoir Ouattara. Ça ne vous interpelle pas. Il faut arrêter le combat pour la justice. Membre du FPI Marmailleur, il faut arrêter le combat pour la justice. Parce que si vous combattez pour la justice, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Vous êtes mauvais. Vous êtes ingrat. Votre mémoire, elle est sélective. Vous posez des actes à géométrie variable. Ça veut dire que vous pouvez condamner les propos de Modo parce que vous n'aimez pas son nez. Et puis vous pouvez condamner les propos de Balouna Balou parce que vous n'aimez pas son nez. Mais si les mêmes propos sont prononcés et tout par Damana Picasse,
Si les mêmes propos sont prononcés et tout par Kone Katina, mais dans ce débat-là, avec Alain Toussé, Kone Katina dit que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité dans la crise ivoirienne. Mais si nous, on s'assied dans une vidéo, et puis on dit oui, de toutes les façons, on passe notre temps à accuser Ouattara. Mais en somme, tous les Ivoiriens que nous sommes, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, y compris le président Laurent Gbagbo. Si un Ivoirien avait dit ça, à part Kone Katina, vous allez faire quoi? Vous allez les lyncher. Que pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas de responsabilité? Que pourquoi vous allez faire les danses folkloriques bêtées pour nous donner ici? Mais vous pensez que la vie tourne autour de vous, quoi? La vie ne tourne pas autour de vous, hein? Ça là, 2 jours là, je vais enlever ça dans vos yeux. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous pensez que vous avez droit de vie ou de mort ou de cessation de guerre, de paix ou de réconciliation? Ça dit que quand vous êtes content, toute la Côte d'Ivoire doit sourire. Quand vous êtes fâché, toute la Côte d'Ivoire doit être fâchée. Quand vous êtes en guerre, toute la Côte d'Ivoire doit être en guerre. De quelle responsabilité parle-t-on? Ça veut dire que vous partez en exil 10 ans. Ceux qui ont fait les premiers pas avec le pouvoir Ouattara, vous dites que ce sont les traîtres. Ceux qui ont décidé très vite de rentrer dans le jeu politique, vous dites que ce sont les traîtres. Mais c'est seulement quand vous êtes de retour là, et puis vous faites la même démarche, là vous n'êtes pas des traîtres. Tout le monde doit accepter. Ça veut dire, quand l'initiative, les frères, chers frères et sœurs ivoiriens, chers Africains, le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat d'ingratitude, d'égoïsme et de nombrilisme. Voilà. Les gens boycottent toute initiative à partir du moment et tout, l'initiative n'est pas d'eux. Les gens refusent de faire la paix tant qu'eux ils sont en exil. Mais quand eux ils rentrent là, tout le monde doit être en ordre de bataille pour la paix. Parce qu'eux ils sont rentrés, oui, les choses doivent aller comme ça. Parce qu'eux ils sont rentrés, désormais les choses doivent changer. Mais vous vous prenez pour qui au fait? Tous les politiques ivoiriens, vous n'êtes rien sans le peuple. Voilà. Les Kone Katina, les Damana Pikas, le président Laurent Gbagbo lui-même. Le président Houphouët-Boigny a dit, le capitaine, c'est l'un des plus gros poissons au monde. Mais le capitaine hors de l'eau, il n'est rien. C'est la vérité. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, sans les Ivoiriens, il n'est rien. Voilà. Donc en France ici, là, en Europe, là, les hommes politiques, ils ont compris très tôt que leur salut, leur devenir, leur carrière, tout ce qu'ils posent comme acte n'a de force que par rapport à leur légitimité. Et que cette légitimité-là, ils la tiennent du peuple. Donc ils respectent le peuple. Ils respectent la vie du votant. Ils respectent la vie et tout de ses partisans. Partagez la vidéo. Voilà. Vous avez la possibilité de dire partenaire, partenaire. Lorsque Maman Simone Gbagbo s'assoit pour dire qu'il y a des avancées, vous savez que c'est une femme politique et que le président Laurent Gbagbo n'est pas rentré par hasard. C'est des négociations. Et le fait même de voir que le passeport de Charles de Goude coince, vous devez comprendre que c'est des négociations. Et que celui qui a un pouvoir discrétionnaire sur l'attribution de ce passeport-là, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi, Modo, j'ai beau critiquer Ouattara, s'il avait fait mon passeport, il va aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Si l'ambassade de la Côte d'Ivoire refuse de donner mon passeport, il va rentrer en négociation. Il ne peut pas faire autrement. Donc, vous ne pouvez pas dire hier aux gens, quand moi je faisais mes vidéos, je disais, le président Alassane Ouattara, Maître Abiba, si tu me regardes, c'est toi qui me disais que Alassane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, c'est un chef d'État. Mais aujourd'hui, là, quand vous asseyez sur les plateaux télé, vous dites le président Ouattara. Il était fait comprendre ici que quand vous dites que le président Ouattara n'est pas président, là, à l'ONU, quand on met les cryptos, on met Côte d'Ivoire, qui s'assoit derrière ça? Je vous ai dit que c'est factuel. Très tôt, je vous ai dit que c'est factuel, c'est pragmatique. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu es content, tu n'es pas content. Toutes les instances extérieures, internationales de la Côte d'Ivoire sont dirigées et tout par Alassane Ouattara. Tu le veux, tu ne le veux pas, le chéquier de la Côte d'Ivoire, où c'est mis trésor public ivoirien, celui qui fait la signature là, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est une invention de ma part? Est-ce une invention de ma part? Il faut arrêter d'accuser Simone Gbagbo.
Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous avez dit que le ministre Monet n'est pas parti et tout chez Simone Gbagbo, lui signifiait qu'elle n'était pas la bienvenue et tout à l'aéroport. Vous avez fait ça. Le ministre Monet est bel et bien parti dire à Simone Gbagbo qu'elle n'est pas la bienvenue à l'aéroport. Mais la bienvenue là en tant que qui? Si le monsieur ne veut plus d'elle, en tant qu'épouse, elle est la deuxième vice-camarade politique, Laurent Gbagbo, vient de prison, de venir lui dire bonne arrivée, à quoi bas? Mais ça là encore là, vous avez voulu nous faire comprendre que Maître Dadji avait tort. La réalité est sortie à l'aéroport. Nous sommes dans un combat physique, métaphysique et spirituel. Voilà. Ne fais pas ce combat là qui peut. Si tu n'as pas Dieu avec toi là, il faut sortir. Parce qu'il y a trop de mensonges dedans. Si tu n'as pas Dieu avec toi là, il faut sortir. Si tu n'as pas une inspiration divine, il faut sortir. Si tu ne crois pas en Dieu, il faut sortir. Donc si maman Simone Gbagbo, elle avait écouté ces messages-là, et qu'elle n'était pas venue et tout à l'aéroport, jusqu'à aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo ne lui aurait pas rendu visite. Il n'aurait pas rendu visite à ses enfants. Mais est-ce que vous imaginez la violence, la violence que vous nous faites en fait? Est-ce que vous imaginez la violence de ce que vous voulez nous imposer? Est-ce que vous imaginez la violence de ce que vous voulez qu'on accepte en fait? Et maman Simone Gbagbo vient. Vous êtes trahis. Vous êtes honnis. Et on voit Nadi Bamba dans tous ses états. Ça suffit. Elle ne saluait pas. Ça suffit. Elle ne saluait pas. Son attitude là, l'attitude de Nadi Bamba que vous avez vu là, c'est son attitude depuis Bruxelles. C'est son attitude depuis l'AE. C'est elle qui gère tout, des mains des maîtres. Il y a des gens là, ils ont rendu visite au président Laurent Gbagbo. Elle prend les téléphones, elle garde. C'est la condition. On garde ton téléphone. Sinon, tu ne vois pas le président Laurent Gbagbo. C'est elle qui gère. Tout ce que vous avez vu en train de bouger et tout là, c'est ses employés. Les Stéphane Kipré, les gars du corps, tous les plaisantés, tous les repéros qui étaient là, ce sont ces valets. Ce sont ces valets. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a 6 parties j'ai vu pour moi. Ce sont ces valets. Les Michel Gali, tout ça là. Tous ceux qui écrivent en son nom là, sont ces valets. Rosso Panacob, tout ce que vous voulez, ce sont ces valets. Oui. Quand ils ont serré la vis là, tous ceux qui avaient des besoins financiers, puis elle a décaissé, elle a décaissé, elle a décaissé. Voilà. Ceux qui étaient dignes sont partis. Les Lida Kwasi, le ministre Michel Amani, les Ake Agbo, tous ceux. Mais vous ne connaissez pas le nombre de ministres du président Laurent Gbagbo? Ils sont où? Il y en a qui sont sortis de cette marmaille-là depuis. Parce que la façon de fonctionner, ils n'ont pas aimé. Les Aboudraman Sangaré ont eu tous les problèmes. Parce que cette façon de fonctionner, ils n'ont pas aimé. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez autour du président Laurent Gbagbo, qu'il soit à Daoukro, qu'il soit où, tout ce que vous voyez à côté et tout, c'est les repéros. C'est moi qui dis ça. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un est président d'un parti qui est l'UNG, mais qui ne s'attelle pas et tout à dire ses ambitions politiques à la Côte d'Ivoire, qu'il est incapable d'expliquer son programme, mais tout ce qui l'intéresse, c'est de tourner autour de son beau-père. Son beau-père. Lequel beau-père même là, il ne veut même plus épouser sa fille. Bon, quand tu n'es pas épousé la fille là, tu fais quoi autour du monsieur? Tu fais quoi à côté du monsieur? Les frères, vous ne savez même pas dans quoi nous sommes. Ici là, j'aimerais vous dire ce soir que le président Laurent Gbagbo est otage. C'est moi qui vous dis ça. Je continue de dire, libérez le président Laurent Gbagbo. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est libre? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est libre? Le président Laurent Gbagbo n'est pas libre du tout. Le président Laurent Gbagbo est otage. Oui, on lui impose des choses. Oui, on lui impose une femme. Oui, on lui impose une religion, d'où sa sortie à l'église catholique. Oui, on lui impose des choses. Tout ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, oui, le président Laurent Gbagbo n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça là, écoutez bien cette vidéo-là et gardez-la. Le président Laurent Gbagbo n'est pas encore sorti de l'auberge. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore retrouvé... Mais le président Laurent Gbagbo, c'est un insoumis. Le président Laurent Gbagbo qu'on a connu, c'est celui-là qui croise les pieds devant Houphouët-Boigny. Il lui dit ce qu'il veut quand il veut. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui cherche ses mots. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va tourner longtemps comme ça, alors que son peuple a souffert, alors que lui-même l'a souffert,
alors que lui-même, il connaît les enjeux de ce combat-là. Venir se pavaner, aller et tout dans un mariage au Congo, nous distraire que le président Laurent Gbagbo s'exprime depuis le Congo. Ils nous font des déclarations. Oui, l'heure viendra où je vais parler. Le président Laurent Gbagbo, c'est Lumumba. Congo, c'est son pays. C'est là-bas, il va s'adresser aux Ivoiriens. C'est la marmaille, les frères. Ils sont dans quelque chose. Tous les services de communication, ils sont dans quelque chose. Maître Abiba a fait comprendre que désormais, tous ceux qui disent de façon abusive le nom du président Laurent Gbagbo, ils vont bloquer les comptes. Vous savez bloquer les comptes et puis les RDA insultaient le président Laurent Gbagbo ici, les traitaient de tous les noms. Vous savez bloquer les comptes. Et pendant qu'on était ensemble ici, là, on traitait le président Laurent Gbagbo de tous les noms et que c'était nous qui venions sur la toile et tout pour donner le droit de réponse. Vous savez bloquer. Aujourd'hui, c'est les pro-Gbagbo que vous avez bloqué. Quand il s'agit de nous, vous avez la force. Quand il s'agit de faire des choses entre nous, vous sortez les muscles. Mais nous, on tient à vous dire que nous, on n'a pas peur. Et que chaque fois qu'il aura la vérité à dire quelque part, nous leur dirons. Si le président Laurent Gbagbo est otage, et nous savons qu'il est otage, nous le dirons. Ok? Pour terminer sur le point d'Alain Toussaint. Alain Toussaint, lors de cette interview avec Kone Katina, vous avez vu qu'il était trop d'attaques. Voilà. Et vous expliquer vite fait, en une phrase, le rôle d'Alain Toussaint. Alain Toussaint, il a été refusé de rendre visite au président Laurent Gbagbo. C'est nice. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, ok? Maître Jacques Vergès et Maître Roland Dumas, ancien premier ministre de France, venir prêter main forte au président Laurent Gbagbo. C'était l'œuvre de l'agenda, n'est-ce pas, de Alain Toussaint. Donc dites-lui merci. À cette époque-là, embargo sur les médicaments, embargo sur tous les ministres et tout du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Hein. Alors que suite à des rumeurs que je vais circonscrire ici, les gens avaient amené le président Laurent Gbagbo à renvoyer Alain Toussaint. Écoutez bien, Alain Toussaint, lorsque la crise en Côte d'Ivoire commence, le président Laurent Gbagbo, sur des rumeurs, sur des dénonciations, calomnieuses ou vraies, je n'en sais rien, avait renvoyé Alain Toussaint. Alain Toussaint était à Paris. La crise éclate. Personne ne peut sortir. Alain Toussaint, moi, Niali Franck, Elisha Gbagbo, Armand Dago du COGEP, on constate que nous avons un déficit de communication. Et qu'aujourd'hui, Touré Mamadou, Soro Guillaume, toutes ces personnes-là sont sur les plateaux télé pour expliquer le bien fondé et tout de l'arrivée, en tout cas au pouvoir prochaine d'Alassane Ouattara. Et donc, la réplique de la communication doit s'organiser. Voilà comment est-ce que nous, on approche Alain Toussaint pour lui trouver les plateaux télé. À cette époque-là, les maîtres Abiba Touré ne parlaient pas. À cette époque-là, les Willy Blanc n'existaient pas. À cette époque-là, il n'y avait pas la résistance parisienne. Voilà. La seule résistance, elle était télévisée. Alain Toussaint, de son propre chef, amoureux du pays, décide alors de commencer à parler du président Laurent Gbagbo, d'expliquer ce qu'il est sur les plateaux télé. Et au fil du temps, après 2 ou 3 émissions, le portable d'Alain Toussaint sonne. Le président le remercie pour ce qu'il a commencé, mais qu'il doit continuer. Maman Simone Gbagbo appelle Alain Toussaint pour dire, et ce jour-là, j'étais là, pour dire, continue le travail que tu as commencé. Et paix à l'âme du grand frère William Atebi. Parce que William Atebi, à cette époque-là, était aussi sur Paris, le député de Yopougon. Et je lui trouvais aussi des plateaux télé. Donc, par moment, j'étais là, quand maman Simone Gbagbo appelait, il était important pour nous d'utiliser des personnes ressources qui étaient en Côte d'Ivoire, qui connaissent la situation, qui étaient proches du président Laurent Gbagbo, sur les plateaux télé pour expliquer la voix des sans-voix que nous étions. Pourquoi le président Laurent Gbagbo éjecte un conseiller, Alain Toussaint, et dans la profondeur de la crise, le reconduit. Vous comprenez? Le reconduit. Soit il est bon, soit il est mauvais, peu importe la situation. Et vous avez dit tout à l'heure, allez-y doucement avec moi.
Voilà. Je suis une vraie mémoire vivante et tout de cette lutte-là. Voilà. J'étais à Kléber, j'étais à Makoussi. Je peux vous montrer des vidéos d'Alain Toussaint à Kléber, d'Alain Toussaint à Makoussi, où le président quitte en Italie pour venir. Je peux vous montrer les Brigitte Kuyot. Je peux vous montrer les personnes qui étaient là. Donc quand vous venez là, et vous découvrez la lutte, les Steve Biko, Mauritanie, etc. Quand vous quittez boire les laits des vaches là-bas ou bien des dromadaires là, et puis vous pensez que vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous donner des faits avec des noms. Et je mets tous ceux qui sont indexés dedans là, de me mettre au défi si c'est faux. Alors, Alain Toussaint reprend du service. Mais est-ce que vous connaissez l'homme noir? Est-ce que vous connaissez les FPI? Au fur et à mesure qu'Alain Toussaint, pas si BFM, si ITélé, défend la cause du président Laurent Gbagbo, Alain Toussaint gagne en grade. Donc la méchanceté de l'homme noir va commencer. Il est question pour eux de se réunir. Ils se sont réunis où? Bernard Oudin, ok? Kone Katina et Odeori, ils se sont réunis au Ghana et ils ont décidé désormais et tout de créer un porte-parole là pour le président Laurent Gbagbo. En collaboration avec Nadi Bamba, qui va valider le tout. Au sorti de cette discussion, est nommé porte-parole du président Laurent Gbagbo, Kone Katina. Deuxième porte-parole du président Laurent Gbagbo, Bernard Oudin. Et les frères, c'était la désolation. Tout simplement parce que Alain Toussaint prenait en grade et qu'il faisait un travail remarquable et tout pour la Côte d'Ivoire. Alain Toussaint a été éjecté. Et à partir de ce moment-là, cette période-là, je peux vous montrer à la télé comment est-ce qu'on intitulait Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo. Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo. Et à un moment donné, vous avez vu à la télé, Alain Toussaint, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo. Donc quand ils ont fini de définir le porte-parole là-bas, là, ils ont envoyé maintenant les dépêches dans les presses, dans les maisons de presse, pour dire qu'Alain Toussaint, s'il parle sur un plateau télé, il parle à son nom personnel, sinon ce n'est pas le porte-parole du président Laurent Gbagbo et que le porte-parole du président Laurent Gbagbo s'appelle Kone Katina. Les frères, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut être méchant à ce point-là? Donc quand vous voyez Alain Toussaint, et puis il pose les questions virulentes et tout à Kone Katina, il pose des questions concernant le président Laurent Gbagbo, c'est une amertume, hein? C'est de l'ingratitude. Le pays, c'est la cristallisation, la matérialisation de l'ingratitude. Durant tous les séjours du président Laurent Gbagbo à l'Aïe, ils ont toujours refusé tous les demandes et tout de Alain Toussaint. Mais pourquoi on peut faire ça? Quelqu'un qui décide de travailler pour vous de façon bénévole, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai mangé, moi, j'ai mangé des kebabs, 5 € avec Alain Toussaint. Il y a des émissions télé, on partait faire. Certains parmi nous sautaient le métro, ils prenaient des contraventions. Et après, nous, on a réfléchi, on a dit que ce n'était pas sérieux tout ça. On ne peut pas être porte-parole du président Laurent Gbagbo sans en avoir les moyens. J'ai appelé le petit frère de Zab Krasso, que je tairai son nom ici, entrepreneur, un de mes amis. Et il a mis une Volkswagen Touareg à la disposition d'Alain Toussaint. Parce qu'il fallait donner une allure à Alain Toussaint. Quand il descend sur un plateau télé, on doit savoir que c'est le porte-parole du gouvernement, c'est le porte-parole du président Laurent Gbagbo, et il en a les moyens. Les frères, on a travaillé trop, on a trop dépensé. La Touareg, là, le plein de la Touareg, ça fait 300 €, ok? Pour tourner, pour parler de la Côte d'Ivoire. J'ai acheté un livre qu'on appelle Mediasig. Mediasig, dedans, tu as toutes les ambassades au monde, tu as tous les médias au monde. On passe les coups de fil en anglais, en allemand, pour obtenir et tout des interviews, pour parler avec Thabo Mbeki, pour parler avec des avocats sud-africains, etc. Il n'y a même pas où dire ce qu'on a fait dans notre vie. Tout ça là, avec nos fonds propres. Vous asseyez aujourd'hui, bande d'arrivistes, bande d'usurpateurs, vous asseyez, c'est vous qui parlez de la lutte. Vous étiez où quand le président Laurent Gbagbo avait des difficultés? Vous avez mangé avec lui. Vous avez mangé à sa table. Il vous a nommé vos enfants. Vous avez prospéré. Le président Laurent Gbagbo est tombé, vous avez disparu. Des gens ont fait le combat parce qu'ils ont cru. Ils ont cru en l'homme. Des gens ont fait le combat parce qu'ils ont compris que l'homme, il était si bien que
Ce qui lui est reproché, n'est-ce pas, est irréprochable, est inconcevable. Et on a donné de notre temps, de notre âme, de notre argent. Aujourd'hui, là, c'est vous qui l'amenez et tout à vous remercier. Vous l'amenez tellement à vous remercier qu'il vous remercie pour les 200 km que vous avez fait. Vous pouvez calculer ce que nous, on a donné au président Laurent Gbagbo. Vous pouvez calculer. Quand on prend les voitures de location ici à 600 € pour aller rendre visite au président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, aller-retour. Vous savez combien de fois on a fait ça? Vous pouvez calculer. Les frères, tout ce qui se passe aujourd'hui autour du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il est dans une nasse. Les gens ne le lassent pas. C'est-à-dire que les mêmes qui ont facilité sa chute, lorsqu'il est tombé, ils ont cru que sa chute allait l'emporter. Quand la riposte s'est organisée, ces mêmes-là encore sont revenus pour éjecter ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo pour prendre la place. Ça veut dire, c'est le même scénario comme la guerre de France. Pour la libération de la France a eu besoin des Algériens. La France a eu besoin et tout des tirailleurs. La France a eu besoin et tout, par l'intermédiaire de De Gaulle, de rester à Londres, de lancer les appels aux alliés, les Américains. Vous allez en Normandie, cimetière des Américains, c'est baissé là-bas. Vous allez partout en Normandie, que des morts pour les Français. Mais les tirailleurs, l'histoire de France raconte que le soldat inconnu, quand vous voyez, quand vous allez sur l'Arc de Triomphe, quand vous allez sur les Champs-Élysées, le soldat inconnu, c'est un noir. Lorsque les noirs ont commencé à rentrer dans Paris pour enlever les nazis, ils ont fait quoi? Ils ont dit stop à la progression et tout des noirs et ils ont fait rentrer et tout de façon triomphale. Tous les blancs et tout, comme quoi c'est les blancs qui ont libéré Paris, comme quoi c'est les blancs qui ont libéré la France. C'est la même chose. Nous avons fait un travail colossal. Et vers la fin, 2015, nous avons vu les gens. Le président Laurent Gbagbo le dit si bien. Nadi Bamba est quitté au Ghana pour venir le trouver. Mais avant qu'elle vienne le trouver là, et ceux qui étaient là-bas. Voilà. Avant qu'elle vienne le trouver là, et ceux qui étaient là-bas. C'est comme quand on parle de Christophe Colomb. On dit Christophe Colomb et tout a découvert l'Amérique. Ça c'est au point de vue occidental. Mais quand Christophe Colomb l'a atteint l'Amérique là, et puis il a envoyé un message pour dire qu'il a découvert un nouveau continent là. Vous n'avez pas vu que les Amérindiens étaient déjà là-bas? Les Indiens étaient déjà là-bas. Donc, pendant que lui, il pense qu'il a découvert l'Amérique, là. Mais il a découvert l'Amérique avec ses habitants. Mais est-ce que tu peux avoir découvert l'Amérique avant ceux qui y habitent? C'est la même chose. C'est la même chose. En France, ici, je peux vous donner les noms tout de suite. Après la libération du président Laurent Gbagbo, quand il allait en Belgique, comment est-ce que la dame Nadi Bamba a rédigé la liste des personnes que le président Laurent Gbagbo va appeler personnellement pour remercier dans la résistance? On peut faire ça. On peut faire ça. Si vous donnez un certain nombre de noms là, vous-même là, vous n'avez jamais entendu les noms là sur les réseaux sociaux. Mais ils ont été appelés, ils ont été remerciés. Ils ont été remerciés comme menant le bon combat. Ils ont été remerciés pour ce qu'ils ont fait. En gros, je suis en train de vous dire que nous sommes dans un combat où les gens ne sont pas à leur place. De la même façon, le président Laurent Gbagbo était mal entouré. Et puis, il est tombé là. C'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui sont encore en train de l'entourer pour l'empêcher et tout de voir les choses objectivement. Voilà. Vous comprenez? Et moi, je n'aime pas l'ingratitude, je n'aime pas la méchanceté. Maman Simone Gbagbo, elle ne mérite pas ça. Maman Simone Gbagbo, le président Laurent Gbagbo fait accident. Il est blessé au pied, elle est blessée au bras. Il est blessé à la tête, elle est blessée au bras. Ok? Il va en prison, elle va en prison. Quand elle a la cellule 2, elle a la cellule 3. Ils ont vécu ensemble. Le monsieur Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, il vous fait comprendre que maman Simone Gbagbo a décidé de leur proposer de créer un parti politique. Ils étaient transis de peur. Ils étaient apeurés. Ils se sont terrés. Tellement l'idée qu'elle venait de soulever et tout était pour eux très dangereuse. Mais quand elle finit de faire ça, et que le FPI est né, et que les petits plaisantins comme les Gala Kolibi font des audios où ils la traitent de tous les noms, alors que Gala Kolibi, c'est le conseiller en communication de Odette Lorugnon. Vous voulez qu'on laisse les choses comme ça? Quand vous voyez une photo de Odette Lorugnon à maman Simone Gbagbo, vous pensez que maman Simone Gbagbo n'est pas consciente de ce qui se passe? Ce sont des photos de posture, ce sont des photos politiques. Sinon,
Elle sait très bien qui la déteste. Maman Simone Gbagbo sait très bien le jeu que vous aurez remarqué que quand les femmes sont âgées, moi je les appelle toujours maman. Voilà. Maman Odette Lorignon arrive à Paris. J'interviens après elle et tout au Trocadéro. Contente et tout de ma prestation, on devient, n'est-ce pas, très proche, voire inséparable. Tous les jours, elle m'appelle. Tous les jours, elle m'appelle. Elle me fait comprendre que il va falloir créer une section FPI à Clamart avec 35 personnes dont je serai le président. Et qu'à partir de là, elle allait me présenter des personnages. Demba Traoré, 40e vice-président du FPI. On parle de maman Simone Gbagbo, vous me parlez de Demba Traoré. Des gens dont on ne retient même pas une phrase politique. Vous comprenez? Et un jour, lorsqu'on apprend que le président va divorcer avec maman, je fais une vidéo pour expliquer au président, pour l'interpeller, que nous, dans notre subconscient, le président et elle constituent les deux faces et tout d'une même pièce de monnaie. Et que nous ne saurons et tout accepter leur séparation. Autrement dit, cette pièce-là serait inutilisable. Et donc, je mettais déjà en garde le président Laurent Gbagbo contre une impopularité le jour où il va décider de se séparer de maman. Cette dame-là qui se promène avec les Jacqueline Bailly, Chikaya. Alors, Chikaya m'appelle que maman Odette Lorignon veut te parler. Je prends le téléphone. Oui, mon fils, je vais te tirer les oreilles. Hein? Ta vidéo que tu as faite là. Tu sais que papa, il n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Il a écouté la vidéo, il n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Il a dit, mais maman, il n'aime pas parler de sa vie privée. Et lui a simplement dit qu'en Côte d'Ivoire, on a toujours eu pour habitude de le voir avec maman Simone Gbagbo. Et leur parcours est un parcours d'ensemble, est un parcours commun. Et donc, de mon regard d'observateur, d'analyste politique, je pense qu'il serait inopportun et tout pour le président Laurent Gbagbo de se séparer d'elle. Parce que ça ne sera pas sans conséquence. On n'est pas dedans aujourd'hui. On n'est pas dedans aujourd'hui. Mais ce que je vais apprendre par la suite, c'est que elle m'interpellait sur cette façon d'aborder le sujet, puisque j'avais parlé en faveur de maman Simone Gbagbo, et que eux-mêmes aujourd'hui travaillent avec Nadi Bamba. Donc cette division-là, la bataille de Kirina dont parlait Johnny, et dont on parlait Johnny et moi, aujourd'hui on est dans la bataille de Kirina en fait. Voilà. Aujourd'hui on est dans la bataille de Kirina. Donc quand vous voyez Gala Kolibi, conseiller en communication de Odette Lorignon, président de OFI, des femmes, FPI, qui se comporte ainsi, ce n'est pas étonnant. Puisque sa matrone même, sa patronne même là, et même elle est dans la détestation cordiale et tout de Simone Gbagbo. Les frères, cette lutte-là, elle est trop compliquée. Elle est trop compliquée. Là, je n'ai pas assez de batterie. Je vais essayer de chuter. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui là, et ce que vous devez retenir et tout, maman Simone Gbagbo, Charles Blé Goudet, ils sont attaqués parce que c'est ceux-là qui représentent encore le combat. Le combat patriotique là, le combat de la détermination et de la recherche et tout, de notre indépendance réelle, c'est ceux-là qui sont encore les garants. Ceux qui parlent aujourd'hui des traites, Big Togo l'a remercié. Mais en quoi le fait que Big Togo remercie maman Simone Gbagbo est du fait de Simone Gbagbo? Big Togo a entendu des propos rassembleurs, des propos apaisants de maman Simone Gbagbo, qui remercie en toute intelligence, en toute modestie, en toute humilité, le sieur Alassane Ouattara pour l'effort qu'il a fait concernant l'arrivée en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et concernant l'attribution de son passeport, concernant aussi l'arrivée de certains cadres du FPI. À ce titre-là, elle dit merci au président Laurent Gbagbo et surtout au président Alassane Ouattara. Vous vous insurgez parce que Big Togo a dit merci, n'est-ce pas, à Simone Gbagbo ou a cité son nom. Mais Big Togo lui-même là, que vaut-il? Ce vendeur d'oignons là, que vaut-il? C'est pas vous-même hier encore qui avez dit ici, on disait qu'il a volé et tout la victoire de Frère Estelle? Quelqu'un qui vole la victoire et tout à une députation à Beauville, que vaut-il? Quelqu'un qui est un usurpateur, comme il vient de dire tout à l'heure, c'est un usurpateur, c'est un parvenu, que vaut-il? Qu'est-ce que valent ces propos pour venir nous bassiner et tout, Big Togo, Big Togo? Pourquoi? Soudainement, de façon abracadabrantesque, les paroles de Big Togo seraient devenues paroles d'évangile.
serait devenue très importante et tout pour vous aujourd'hui, parce que vous êtes des marmailleurs, parce que vous n'êtes pas dans la justice, parce que vous faites tout à géométrie variable, parce que vous êtes dans le deux poids deux mesures, parce que vous êtes dans la détestation pour un oui, pour un non de maman Simone Gbagbo, parce que vous avez décidé de faire d'elle le mouton noir, parce que vous avez décidé de faire d'elle votre bouc émissaire. Mais vous allez trouver des gens sur votre chemin, vous allez trouver des gens debout et tout pour défendre maman Simone Gbagbo. La vie n'est pas faite d'ingratitude. Vous êtes ingrat envers Alain Toussaint. Vous êtes ingrat envers Papa Jo Mamadou. Vous êtes ingrat envers les résistants. Ça fait combien de jours le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes même pas capable dans son staff de lui dire à un moment donné, dis merci à la diaspora. Oui, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, il pleure quelques instants. Il pleure le décès de sa mère. Mais combien de personnes sont décédées pour lui? Combien de personnes ont eu leurs parents décédés, ils ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire de peur des représailles? Combien de personnes? Lui, il a 76 ans. Oui, lui, son papa, sa maman l'a vu président de la République. Oui, il a pu donner un certain nombre de choses à sa maman. Il a pu l'entretenir, il a pu envoyer l'ascenseur et tout à sa maman. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, de par leur fraîcheur, de par leur jeunesse, de par le caractère candide de ce qu'ils étaient, ceux qui ont tout perdu dans la fleur même de l'âge, qu'est-ce qu'ils font? Et vous êtes là, au lieu d'orienter le président Laurent Gbagbo vers un combat homogène, vers un combat pragmatique, vous l'envoyez dans tous les sens. Vous prenez le monsieur, vous l'envoyez à Daoukro, vous lui mettez des baskets lourdes comme pour les randonneurs français, des baskets lourdes comme les skis. Le monsieur, il fait 2-3 pas, il est obligé de s'arrêter pour se reposer. Tellement les baskets pèsent. Vous partez lui mettre un chapeau dont il n'est pas habitué. Vous êtes obligé et tout d'être théâtral comme ça. C'est quoi ce folklore-là? Vous passez votre temps à nous, on nie. Un grand monsieur dont on attendait de grandes choses à son retour. Un grand monsieur dont on attendait de grands discours à son retour. Un grand monsieur qui était porteur d'espoir. Vous le réduisez aujourd'hui en train de lui mettre, à chaque fois, en train de lui mettre un cache-nez. Comme si lui-même, il ne pouvait pas mettre son cache-nez. Comme si vous êtes des infirmières. Comme si vous êtes des auxiliaires de vie à longueur de journée, en train de lui mettre des bavoirs. Quel signe vous donnez? Quel est le signe extérieur que vous donnez? Quelle est la constatation que vous donnez? La constatation de quelqu'un qui est affaibli? La constatation de quelqu'un qui ne peut pas faire les gestes par lui-même? La constatation de quelqu'un qui est fatigué? Mais s'il est fatigué, pourquoi vous ne le laissez pas se reposer? Pourquoi vous êtes obligé de le traîner ça et là comme une bête de foire? Pourquoi vous êtes obligé de le traîner ça et là comme les noix et tout dans les enclos au temps de l'esclavage? Pourquoi? Pourquoi? Dites-nous. Quand nous disons qu'il doit être d'attaque, vous dites qu'il est fatigué, il se repose. Mais en même temps que vous dites qu'il se repose, en même temps que vous l'exposez et tout, comme un objet au musée d'Orsay. Pourquoi? Vous n'êtes pas juste. Je suis triste d'avoir marché avec certains d'entre vous. Je suis triste d'avoir perdu mon temps avec certains d'entre vous. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes mauvais. Vous êtes d'une autre race. Vous nous perdez le temps. Vous perdez le temps à un combat. Mais le combat, il fait mal. Pourquoi? Parce que trop de personnes ont cru dans ce combat-là et ils sont décédés. Le combat, aujourd'hui, ma douleur, c'est laquelle? C'est pas que j'ai perdu quoi que ce soit, mais il y a des gens qui sont décédés pour ce combat-là. Et vous, malgré l'ampleur des pertes des vies humaines, vous rigolez. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre une photo. Oui, regardez le président Laurent Gbagbo. Ça fait la 3e fois maintenant qu'il descend pour aller faire pipi. Ça ne vous gêne pas. Que quelqu'un qui est dans un cortège avec vous fasse une vidéo dégradante du président Laurent Gbagbo en train de pisser debout. Ça ne vous intéresse pas. Là, ça passe crème. Il n'y a pas, non, vous n'êtes pas offusqué. Ça ne vous dit rien. Mais c'est quand quelqu'un dit que le président Laurent Gbagbo doit s'exprimer. Oui, ce n'est pas ton camarade. Mais celui qui le filme en train de faire pipi, là, ça ne vous intéresse pas. Quand Kone Katina dit que le gouvernement, c'est les partenaires, ça ne vous intéresse pas. Quand Damana Pika, c'est lui, alors que nous tous, on a insulté Kakabe ici, vont dans le bureau de Kakabe pour lui dire merci pour les efforts qu'il a fait, en tout cas pour la transition qu'il a fait pour qu'eux soient arrivés. Quand ils vont le remercier, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est quand maman Simone Gbagbo parle, là vous avez les hémorroïdes. Chers frères et sœurs, soyez salués depuis vos positions. J'aimerais simplement vous dire ici, là, que le président Laurent Gbagbo n'est pas encore libre. Le rôle d'un cyberactiviste n'est pas de venir répéter ce que les gens disent. Le rôle d'un cyberactiviste n'est pas d'avoir peur des critiques.
Le rôle d'un cyberactiviste n'est pas de se cacher derrière des postures. Lorsque vous avez quelque chose à dire, dites-le. La vérité grandit, la vérité vous affranchira. Dites la vérité. Au commencement était la parole et la parole était vérité. Soyez salués depuis vos positions. Voilà. Et faites l'effort de libérer Alex Zaté. Quand on envoie quelqu'un travailler et qu'il travaille, quand il a arrêté, quand vous envoyez quelqu'un faire un braquage, qu'il a arrêté, ne vous cachez pas. Faites l'effort de libérer Alex Zaté. Depuis la nuit des temps, vous êtes comme ça. Vous avez des choix comme ça, vous êtes sélectif. Gala Kolibi va être arrêté. Vous avez fait mains et pieds ici pour lui trouver des avocats. Il est sorti de là-bas, vous l'avez envoyé en France. Parce qu'il est dans votre jeu, parce qu'il est avec vous. Vous lui avez fait, n'est-ce pas, éditer Gala Kolibi. Ce colibri-là, Gala Kolibri. Lui, il a écrit un livre, Broutage politique, aux éditions Harmattan. Même 50 exemplaires, il n'a pas pu vendre. Tellement vous êtes des merveilleux et des parvenus. Quelle histoire lui va raconter et puis les gens vont payer. Mais tellement, ceux qui travaillent pour vous, vous voulez les mettre bien. Vous voulez prouver aux gens que vous soutenez, etc. Continuez de soutenir Alex Zaté. Continuez. Les frères, je tiens à vous dire ici, là, que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une relation de cause à effet. Les gars du corps de maman Simone Gbagbo sont encore en prison à dessein. Charles Blé Goudé n'a pas encore eu son passeport à dessein. Serge Kofi le drone, il est en prison à dessein. Ok? Il y a un camp là. Quand tu n'es pas à eux, si tu t'amuses, tu vas en prison. Il y a un camp là. Si tu n'es pas à eux, si tu t'amuses, tu dures en prison. Il y a un camp là. Si tu n'es pas à eux, et ils vont te traquer. Ils bloquent tes vidéos. C'est eux. C'est le même camp. C'est le camp des faussaires. Le président Laurent Gbagbo dit, regardez ce qui s'est passé à l'aéroport. Et je vais finir par là. Nous savons très bien que le FPI est divisé. Nous savons très bien que le FPI, il va falloir s'unifier. Mais les marmailleurs, dans tous les parcours, voulaient vous montrer, depuis l'aéroport jusqu'au QG où le président a fait son discours, ils voulaient vous montrer que le président a choisi le camp à son endou. Lorsque Afin Guessan est dans le pavillon d'honneur et qu'il décide de ne pas passer là-bas sciemment pour laisser Afin Guessan et sa délégation, vous n'avez pas honte? Et vous allez vous lever demain pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire? Vous n'arrivez même pas à reconstruire et à réconcilier un groupuscule. Vous allez venir nous parler de moralité pour dire que les Ivoiriens doivent s'unir. Tant que les Ivoiriens doivent écouter ce message-là, tant que le FPI n'aura pas fait la paix en son sein, tant que le FPI n'aura pas fait la paix et se réconcilier, n'acceptez pas qu'un seul membre du FPI vienne vous parler de réconciliation. Oui, un peuple il se respecte quand il est digne. Un peuple est respecté par les gouvernants et tout, lorsque ce peuple-là, il est déterminé. C'est à vous d'apporter la détermination. Vous êtes cyberactiviste, c'est à vous de revendiquer un certain nombre de choses. Oui, c'est à vous. C'est à vous de refuser un certain nombre de compromissions. Et lors de leur discours, le président Laurent Gbagbo qui dit, je suis debout, je suis un soldat, je suis le soldat, je me mets à la disposition du secrétaire général. regardez le secrétaire général à qui on se met à la disposition. Regardez le secrétaire général à son adou. Les grands frères, si à un moment donné, vous êtes dépassé par l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vous êtes dépassé et tout par la politique ivoirienne, asseyez-vous. Asseyez-vous, laissez la jeunesse faire autre chose. Parce qu'on va aller fatalement vers ça. Si vous ne vous asseyez pas, nous, on va vous faire asseoir. Voilà. Parce que nous, on ne va pas tourner derrière vous. Hein. Vos caprices et tout, là, des personnes âgées, nous, on ne va pas tourner derrière vous. Hein. Nous, on ne va pas tourner derrière vous. Ça ne va pas durer. Là, on vous laisse juste un répit. On vous regarde. Quand vous partez là, vous tournez vos films là, de Bollywood. Allez-y réclamer le logo là. Le président Laurent Gbagbo est en prison. Oui, Afi n'a qu'à donner le logo. Afi doit donner le logo. Le logo là, c'est pas pour Afi. Afi n'a qu'à donner le logo. Vous là, vous nous avez pompé jusqu'à on a enfariné Afi N'Guessan. Mais on a compris très tôt que Afi N'Guessan disait que vous êtes des faussaires. Les faussaires, et puis il a cité les noms. Donc c'est pas moi que vous allez poursuivre. Si vous me poursuivez, poursuivez Afi N'Guessan. Afi N'Guessan dit que vous êtes des faussaires. Et nous on répète ça, vous êtes des faussaires. Vous êtes des faussaires. Vous avez voulu forcément que le président Laurent Gbagbo s'affiche avec vous pour dire que c'est votre camp qu'il a choisi. Revenons maintenant dans la République et puis regardons
Qui doit utiliser le logo? Qui a le logo? Qui a l'autorisation du logo? C'est ça là, ça nous intéresse. Ce film, on attend. Laissez maman Simone Gbagbo tranquille. Allez-y chercher à Nguessan 2 jours là. Pour que la justice se prononce, que les Ivoiriens regardent. Bande de faussaires. Chers frères et sœurs africains, chers Ivoiriens, chers sœurs, bonne soirée à tous. Soyez salués depuis vos positions. Dans ma vidéo de demain, je reviendrai et tout sur la vision. Je reviendrai sur la vision. Ce qui a fait qu'on est rentré dans le combat là, je vais rappeler ça. Maintenant, si les faussaires, ils ne peuvent pas permettre au président Laurent Gbagbo de venir revêtir le manteau de ce combat-là avec la vision, et s'ils poussent le président Laurent Gbagbo à rester en marge de la vision, on va laisser le président Laurent Gbagbo. Voilà. Ça là aussi, j'aimerais vous annoncer ça. Soutien au président Laurent Gbagbo. Fier. Fier, sans détermination. Mais quand tu soutiens quelqu'un, que tu es fier de lui, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver des griefs et tout par moment. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de lui dire la vérité. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire les suggestions. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de violer votre conscience en fait. Ils savent tellement que vous aimez le président Laurent Gbagbo qu'ils utilisent le président Laurent Gbagbo comme une monnaie d'échange. Non, si tu aimes le président Laurent Gbagbo, tu ne dois pas parler de sa vie privée. Quand la vie privée vient à l'aéroport, on parle de ça. Bien. Oui, si tu aimes le président Laurent Gbagbo, oui, tu dois comprendre un certain nombre de choses. C'est la vision. Et la vision, elle est laquelle aujourd'hui? Dites au président Laurent Gbagbo de venir nous rappeler la vision. Nous, on va entendre ça un peu. Qui vient nous rappeler la vision? Nous, on va vous pousser, tous les cyberactivistes doivent aborder dans ce sens-là. Pousser le président Laurent Gbagbo et tout à venir parler. Il n'a qu'à nous redéfinir la vision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le cap? On suit quoi? Voilà. Mais avant ça, là, il n'a qu'à réconcilier d'abord le FPI. Il n'a qu'à diriger ça, nous on va voir un peu. Voilà. Quand on va voir ça, là, on va vous écouter. Mais dites-vous, hein, peu importe la personne, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Dalai Lama. Peu importe la personne, il n'y a pas de prophète. On vous suit parce qu'il y a une vision. Si on n'est plus dans la vision, vous dégagez. Peu importe la personne, je répète encore, peu importe la personne, la vision, là. Si on n'a pas suivi la vision, on vous dégage. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao. Bon, excusez-moi, une urgence. Hein. Une très très urgente affaire. Donc j'étais obligé de... Voilà. De prendre le téléphone.